Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations. On se retrouve 3 fois par mois de façon régulière pour vous faire un petit peu le topo de ce qui se passe dans le monde des comics avec l'ami Corentin ici présent. Salut. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va très bien. C'est faux. Waouh, qu'est-ce que tu es enjoué, c'est incroyable. C'est faux, tu es malade. Est-ce que tu pourrais faire un peu plus d'énergie Non. dans ce podcast ? Salut. Ah, voilà, c'est ça très va bien. Ouais, trop bien. Et toi ? Oui, ça va très bien aussi, merci. Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous êtes chaud ? Ouais. Est-ce que vous voulez des news de comics ? Ouais. Et vous les voulez quand ? Maintenant. On s'est même pas concerté on s'est même pas concerté pour faire cette introduction incroyable, et c'est l'occasion. Le mot est faible. Hein ? Le mot est faible. Oui, c'est vrai. C'est donc l'occasion, comme toujours, de démarrer juste pour vous dire que si vous appréciez ces podcasts, vous pouvez le faire savoir en nous soutenant, à la fois en commentant sur notre site internet, en partageant les podcasts sur les réseaux sociaux et bien sûr en apportant une petite contribution sur notre page Tipeee. Et on en profite donc pour remercier toutes les personnes qui participent déjà, et notamment les nouveaux venus depuis la dernière fois que nous avons enregistré, puisque nous avons eu des contributions de Renaud, de Jiggles, de Nicolas Santal, de Tacos et City Stars qui a fait son gros tip de l'année. Merci à vous. Merci. D'avoir participé et d'être présent dans la First Print Army, qui est notre soutien, sans laquelle on pourrait pas vous proposer toutes ces émissions. Maintenant que ceci est fait, j'ai une autre doléance, Corentin, à te faire, puisque je voudrais que l'on parle de tes cheveux. Où sont-ils passés ? Pourquoi sont-ils disparus ? Corentin, vraiment, c'est une enquête incroyable. Parce qu'en fait, Arnaud, qui a 14 ans dans son esprit malade, ne se remet pas du fait que je peux me couper les cheveux moi aussi, parfois, contrairement à lui. Je ne le reconnais plus. Qui êtes-vous ? De la perte. Je ne sais pas qui est ce monsieur qui est en face de moi. Tu sais que blague à part, mon chat m'a pas reconnu. Bah oui, non, mais c'est pour ça. Mon chat est vraiment resté bloqué 15 minutes. Oui, d'ailleurs, qui j'étais. D'ailleurs, il n'y a plus de chat dans le studio First Print. Il n'y a plus, adieu Polo, notre membre caché. Voilà, vous le savez, secret, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. Il est mort. Mais non, il est pas mort, il est juste parti vivre de nouvelles aventures, mais il ne sera plus présent dans les podcasts avant un moment. Bah non, il reviendra plus dans les podcasts de toute façon. Corentin, nous allons donc commencer tout de suite par faire un petit peu le point sur l'événementiel, parce qu'il y a quand même le mois d'avril, on l'a déjà dit dans le dernier front page. Je sais pas qu'on parle que de cheveux et de chats, du coup. Non, du coup, c'est... Je suis pas très intéressé, moi je vais rentrer chez moi, salut. Bon, eh bien, à la prochaine, Corentin. Et il s'en va vraiment, hein, Voilà, c'était le teasing de notre lancement d'une nouvelle émission qui s'appelle Cheveux et Chats. Hair and Cats à retrouver donc si vous voulez cette émission, dites-le sur Tipeee. C'est ça, ouais. Hair and Cats tous les mardis en 8. Allez, Corentin, bref, je disais l'événementiel, puisque au mois d'avril, il y a 2 festivals de comics qui prendront place, alors qui sont pas forcément que pour les comics, mais sur lesquels il y a une partie Artist Alley qui est de plus en plus intéressante dans les 2 cas. Premièrement, donc, on vous reparle du Paris Fan Festival, auquel normalement nous aurons le plaisir d'être présents, et je sais que je le dis à chaque fois, mais le teasing continue, mais je préfère juste être assuré que tout soit en place avant de vous faire les grosses annonces de notre côté, mais vous aurez le plaisir de nous retrouver avec l'ami Corentin s'il arrive à se dégager le week-end. Mais voilà, il y aura des choses incroyables en préparation, et notamment quand même en termes de nouveaux artistes annoncés, Alvaro Martinez Bueno qui est de retour en France. Il était présent en ce début d'année au FIBD et en tournée française pour présenter avec James Tynion Ford le superbe The Nice House on the Lake qu'il illustre chez Urban Comics. Et donc il revient pour le Paris Fan Festival, ce qui tombe bien puisque la deuxième partie de cette maxi-série sera disponible en VF, donc on pourrait vous faire signer l'intégralité de la chose. Et non, pas un petit jeu de mots ? Non, même pas. On avait dit que t'arrêtais. C'est vrai, ça. On avait dit ça ? On avait dit qu'il fallait que tu dises maintenant, et je ne ferai pas de jeu de mots. Oui, c'est ça, à chaque fois. Et je ne ferai pas de jeu de mots disant, bah non, parce que la chose, c'est Marvel, donc ça n'a rien à voir. C'est là qu'il faut que je dise, mais du coup, tu fais le jeu de mots. Ah mince. Sans le faire. Incroyable. Ah là là. Cette vanne n'était pas préparée non plus. Ça fait trop longtemps qu'on bosse ensemble. Tu sais, je crois que j'ai déjà fait cette vanne sur le fait, tu sais, les duos de comiques japonais, là, qui se répondent sur, faudrait qu'on fasse ça. Le Manzen, ça s'appelle, je crois. Ouais. Le Manzai, le Manzen? Dites-nous dans les commentaires. Donc, Alvaro. Ça fera 10 ans l'année prochaine, Arnaud. Alvaro Martinez. Notre première émission. C'est vrai. Eh oui. Ouais. SDCC 2014. Faudra qu'on fasse quelque chose. On a parlé de la Kadam et tout. On a dit, ouais, ça avait l'air bien trop bien, les films d'essai au cinéma. Ce qui s'est passé depuis, je ne sais pas. Donc, Alvaro Martinez Bueno,
Yes. Ainsi que Alexis Briclot. Eh oui. Donc concept artiste, cofondateur de Dontnod, qu'on a reçu d'ailleurs en podcast récemment parce qu'il sort une monographie chez Hugin et Menin. Alors elle sera pas disponible lors de la tenue du festival, mais ça n'empêche pas qu'il est toujours au travail aussi sur des films de Marvel Studios encore à l'heure actuelle. Je crois que pour le prochain sur lequel il travaille, c'est un certain Thunderbolt. Donc les deux artistes seront présents au Paris Fan Festival qui aura lieu les 15 et 16 avril au parc des expositions Porte de Versailles, et ça va être juste trop cool parce que les artistes ils sont chouettes, ils sont sympas, et en plus ils sont doués. Donc moi j'aime bien Laurent Martinez. Ah non, mais en même temps ce qu'il a fait sur The Nice House on the Lake, c'est de la dinguerie. Mais je vous rappelle aussi qu'il a dessiné, enfin qu'il a collaboré avec James Tynion Force sur Detective Comics et Justice League Dark, qui sont deux c'était bien. Deux très bonnes séries. JL Dark, c'était bien. Bah, Detective Comics aussi. J'ai pas tout fini là-dessus, mais il était en alternance avec Eddie Barrows à l'époque, puisque ça sortait en parution bimensuel. Donc ils étaient deux à s'alterner, mais c'était vraiment un superbe run. Donc voilà, ils sont tous les deux présents. Et du côté de Paris Manga, qui a lieu un petit peu plus tôt, puisque c'est au tout début du mois d'avril, on a eu 3 noms supplémentaires qui ont été annoncés. Donc le duo formé par Raoul Allen et Patricia Martin, donc un couple d'Espagnols à qui on doit notamment pas mal de Valiant dans les dernières années, notamment Secret Weapons, qui était hyper bien, mais qui s'est surtout illustré récemment pour l'adaptation en bande dessinée de Dune, qui sort d'ailleurs chez Hugin et Menin. En roman graphique, s'il vous plaît, cher ami. En roman graphique. Parce qu'il y a aussi les comics de Boom Studios qui n'ont absolument rien à voir. Oui, mais les comics de Boom Studios, c'est des spin-offs, enfin, c'est pas ça, c'est les versions Abrams, je crois, que Allen et Martin font. Non, mais tu parles de House of Atreides, c'est ça? Non, je parlais de Dune, le roman graphique. Tu sais que j'avais fait la critique sur le site Comicsblog. Non, mais tu parles, les comics de Boom Studios, c'est House of Atreides. Bah, c'est tous les spin-offs qui font des. C'est différents... c'est jamais une adaptation de Dune en tant que telle, quoi. Exactement. Voilà. Donc la distinction n'était pas forcément bien sûr que si. pertinente. C'était super important de préciser. Je suis sûr que les gens n'ont même pas compris à quoi tu faisais allusion. Bref, il y a 2 tomes qui sont sortis en VF chez Hugin et Menin, et c'est super beau parce que enfin le style d'Allen et de Martin en fait est assez reconnaissable, très très particulier, avec un ancrage très prononcé. Enfin voilà, une démarcation des personnages vis-à-vis des décors et tout ça qui est assez caractéristique, et des couleurs souvent assez pétantes également. Et un autre artiste qui sera également présent, et je crois que je me demande si c'est pas la première fois qu'il vient en France, en tout cas depuis longtemps, c'est Stanley Artgerm Lowe, donc un dessinateur qui est surtout très très connu pour les nombreuses couvertures variantes qu'il fait, surtout de personnages féminins, puisqu'avec son style en peinture numérique et ses personnages plutôt jolis, en tout cas c'est quand même un style qui plaît beaucoup aux collectionneurs et aux collectionneuses de variantes. Si vous avez, enfin voilà, si on vous montre un dessin de Artgerm, vous le reconnaissez entre mille, parce qu'il est quand même très 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 prisé depuis maintenant pas mal d'années, Corentin. Oui, c'est réel ce que tu viens de dire. C'est ça. Non, oui, Stanley Lowe, artiste de Hong Kong au départ, qui, je crois maintenant est totalement américain, travaille majoritairement aux États-Unis, qui a un studio qui sert à la fois pour effectivement l'imagerie numérique et l'imagerie 3D, qui travaille avec Capcom, qui est concept artiste et character designer sur les Street Fighter modernes. Bon, je suis pas le plus grand fan, j'avoue, des couvertures de Artgerm, mais elles ont effectivement un succès. C'est un peu comme Boss Logic, tu vois, c'est ce côté vraiment très peinture numérique. Ouais. Qui peut un peu lasser, on va dire, au bout d'un moment, parce que c'est quand même un mec qui fait beaucoup de variantes. Même à une époque, quand on faisait, enfin, on fait toujours, mais quand on faisait les gros récaps des variantes Marvel qui tombent régulièrement, on avait toujours au moins un Artgerm dans le tas. Pour Allen et Martin, moi je suis content, je les aime bien. Alors je sais pas s'ils sont effectivement en couple à la ville, mais ils travaillent quasiment ensemble, exclusivement, sauf sur leur page Instagram. Allez voir la page Instagram de Patricia Martin qui fait des superbes trucs. Voilà, c'est des trucs très beaux, très jolis, très colorés. Et qui effectivement, voilà, moi j'ai pas lu ce qu'ils ont fait sur Valiant. Il y avait du Eternal Warrior aussi, je crois, à un moment donné. Mais ce qu'ils ont fait en tout cas sur l'adaptation en comics de Dune, moi je trouve ça très bien. Et c'est une version qui est plus proche a priori de l'esthétique qui avait été développée, ou donc à penser par Herbert au moment où ça a été fait, que ce qu'on propose aujourd'hui avec les films de Villeneuve qui sont beaucoup plus dépouillés, beaucoup moins hard SF. Donc voilà, c'est bien que ça existe, et c'est effectivement édité en français. Ouais. Donc on est content. Voilà, donc plusieurs rendez-vous qui se préparent du côté des comics pour les amateurs de bande dessinée. C'est bien quand même pour le début d'année là. Bah, je trouve que ça, tu vois, ça se réveille. Des bons noms, quoi. Ouais. Des talents un peu dans tous les domaines en plus.
couverture, concept art, comics intérieur. Ouais, et puis même sur le début de l'année avec le FIBD, les tournées de dédicaces qu'il y a eu entre-temps, je sais qu'il y a d'autres tournées de dédicaces qui se préparent aussi pour le printemps et pour l'automne à venir, il y aura Quai des Bulles et tout ça. Enfin voilà, il y a quand même de quoi faire quand on est amateur de bande dessinée, de comics. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool. Je vous fais aussi un petit aparté sur un projet en financement participatif qui a lieu en ce moment. Si vous vous rappelez, on vous avait parlé il y a quelques mois du lancement d'une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Seidkona Press et qui avait édité notamment le Donjon et Dragon, enfin le Dessin et Dragon de David Lopez. Et donc là, en fait, il y a une nouvelle bande dessinée en financement participatif qui s'appelle Hoops, qui est écrite et dessinée par une dessinatrice espagnole qui s'appelle c'est Jenny Espinosa. Je sais pas si ça se dit Jenny Espinosa avec le un G. G ou un G? Un G. Bah non, c'est le J qui fait. C'est le J, ouais, mais je sais que le G parfois aussi, je crois. Enfin, je sais plus. Enfin bref, Jenny Espinosa qui nous raconte en fait l'histoire d'un. Tu peux pas le prononcer à l'italienne du coup dans le doute? Bah non, ça, Espinosa. Ma che Spinoza, c'est la nouvelle sensation venue d'Espagne, mais qui du coup avec l'accent italien ça n'a aucun rapport. Et donc en fait, c'était accent italien et corse à la fois du coup. c'est ça, mais Tu racontes, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ça nous parle de trois lycéennes en fait dans un monde dans un monde en fait dans lequel tous les hommes ont disparu, un peu comme dans Why the Last Man. Et sauf qu'en fait, bah après les cours qui sont un petit peu chiants, en fait, elles vont se fumer un gros pilon et en fait, elles tombent dans un trou de verre qui les emmène dans un autre monde parallèle, beaucoup plus coloré, beaucoup plus fantasmagorique avec des oiseaux carnassiers, des géants, des monstres en tout genre. Et donc elles vont essayer un petit peu de devoir s'en sortir, de retrouver le chemin vers leur réalité, sachant que chacune des épreuves est un peu une forme de métaphore sur une épreuve qu'elles ont pu avoir dans leur propre vie. Donc c'est très atypique. Alors oui, c'est pas du comics du tout, c'est de la bande dessinée, après c'est du comics. Parce que si vous vous rappelez de l'interview qu'on avait faite en Super Friends, en fait, donc le but de Paula, l'éditrice de Seidkona Press, c'est vraiment de proposer du comics au sens comique, bande dessinée en fait très très large. Donc il y aura forcément des artistes qu'on connaît parce qu'ils travaillent aussi dans l'industrie américaine. Jenny Espinosa, c'est une illustratrice qui s'est fait remarquer dans son propre pays. C'est pas dit qu'on va pas la retrouver d'ailleurs à faire des trucs exportés aux États-Unis plus tard. Et donc c'est un bouquin de 180 pages et quelques, très coloré. C'est un style qui, en plus, c'est une artiste qui est polymorphe dans l'utilisation des outils. Donc il y a vraiment à la fois du crayon, des couleurs plus pastel, et aussi même en fait parfois elle dessine avec du graphe, en fait de l'aérographe. Donc c'est vraiment très atypique, c'est hyper bien. Franchement la caractérisation des trois héroïnes est franchement bien sentie, ça va à 100 à l'heure, tu t'ennuies vraiment pas dans la lecture. Et donc c'est quelque chose que je vous recommande, d'autant plus qu'il y a une couverture variante qui est dessinée par une autre artiste qui s'appelle Sole Otero, qui a été récompensée tout récemment pour Naphtaline en fait au FIBD, et la couverture, elle est canon. C'est 20 € pour l'album. Je trouve que c'est super honnête en plus par rapport à la pagination et au travail qui a été fait. Donc le lien est dans la description du podcast sur Ulule. Il y a encore pas mal de contributions à faire avant que l'objectif ne soit atteint. Donc si vous appréciez vraiment une bande dessinée qui est différente, si vous êtes curieux et que vous avez un petit peu de sous à mettre, franchement je vous recommande fortement cette bande dessinée. Corentin, oui. On passe du côté de comics un peu plus pur et dur maintenant avec Arrowsmith de Kurt Busiek et Carlos Pacheco de retour chez Delcourt cette année, puisque les droits étaient acquis par la maison d'édition qui va donc nous proposer un monument du comics. Oui, donc effectivement Arrowsmith qui est, comme tu l'as dit, une série de Kurt Busiek qui va réinterpréter en particulier l'histoire de la Première Guerre mondiale dans un monde où en fait on imagine que les créatures du genre fantastique et fantasy ou des contes de fées en général feraient partie de la réalité. C'est-à-dire que c'est la Première Guerre mondiale, il y a des tranchées, mais il y a aussi des elfes, il y a aussi des gnomes, il y a aussi des dragons, voilà, une sorte de Royal Air Force qui se bat, alors pas vraiment à d'autres dragons, parce qu'en fait ils marchent un peu sur des espèces de particules lumineuses et ils ont des dragons de compagnie avec eux. C'est vraiment la Première Guerre mondiale, hein, c'est bien l'ambiance un peu désespérée et crado qu'on associe avec cette période qui a pas été une guerre facile sur le plan humain, mais avec effectivement cette notion de fantasy réaliste, un petit peu comme The Royals, tu vois, de Rob Williams, où on réinventait la guerre mondiale en imaginant que les têtes couronnées étaient des super-héros, enfin, avec une sorte de don de surpuissance. C'est un peu le même tonneau, sauf que là, il y a quand même un côté plus anthologique,
Même s'il y a eu il y avait pas mal de pauses au sein de la série Arrowsmith parce qu'il y a plusieurs volumes. Il y a ce côté un petit peu, on va prendre différentes facettes du conflit, comme pourrait le faire Garth Ennis dans un contexte plus réel, avec justement toujours ce gadget, ce gimmick d'avoir des bestioles et des sorts magiques, des têtes qui explosent, etc. C'est quand même assez violent, c'est quand même assez noir. Donc voilà, une des grandes créations de Busiek en parallèle de Astro City. D'ailleurs, il y a un crossover entre les deux qui existe. Et oui, les amis. Donc, qui arrive chez Delcourt, très bien, tant mieux, on en reparlera quand ça sortira. Yes, et du regretté Carlos Pacheco qui nous a quitté il n'y a hélas pas si longtemps, et de quoi se dire, est-ce que, puisque en fait les droits d'Astro City sont aussi à Kurt Busiek, en fait, de quoi espérer peut-être une future édition chez Delcourt ou chez n'importe qui pour cette série. Ensuite, Corentin également je reprends la parole pour parler juste de deux sorties que on a identifiées, qui seront peut-être pas celles que vous auriez identifiées forcément aux éditions Sarbacane, puisqu'il y a aussi de la création ou des comics qui sont édités chez eux, comme je vous rappelle qu'il y avait November notamment de Matt Fraction et Elsa Chartier qui est disponible chez eux en 2 tomes. Et donc, en ce début d'année, il y a un titre qui nous vient d'Amérique, qui s'appelle La Contreband Society de Forest Hills de Dave Baker et Nicole Gooks. Nicole Gooks, elle a notamment illustré un album Shadow of the Bad Girl qui est disponible en Urban Link. Donc voilà, c'est l'illustration jeunesse / young adult, en tout cas des titres qui sortent généralement directement en album, que ce soit chez Penguin Random House ou chez First Second, ce genre de maison d'édition sur lesquelles forcément on a un petit peu moins de visibilité en France, mais qui existe. Et c'est un titre qui est plutôt atypique, où là encore on est encore avec une bande d'adolescentes, mais qui sont en fait dans une école un peu catho conservatrice, une forme de pensionnat, et en fait qui tombe sur un DVD piraté d'un film porno avec une héroïne géante qui envoie des rayons laser avec ses seins, et en fait elles sont tellement c'est un manga de Oka elles sont tellement estomaquées parce qu'elles ont vu qu'elles décident en fait de se faire de la thune en commercialisant des copies de ce film, en le revendant notamment aux garçons de leur établissement conservateur, sauf que en fait ça rencontre un certain succès et elles sont obligées d'en produire de plus en plus, et forcément les ennuis vont démarrer à partir de là. Donc pareil sur le style graphique, moi je trouve ça super intéressant et assez représentatif. Donc si vous aimez un peu tout ce qui est Lumberjanes, les titres qui sortent qu'on retrouve généralement chez Kinaï ou un petit peu chez Bliss Edition, c'est dans cette veine là. Et ma foi, les auteurs sont présents en France en ce moment, donc je me dis qu'il y a peut-être une petite opportunité d'aller à leur rencontre s'ils sont disponibles. Et l'autre titre, alors, qui est une bande dessinée fait par des Italiens qui s'appelle Les Grimaciers, là c'est un truc qui dans la thématique va forcément vous parler, parce que donc on s'intéresse à Luigi, qui est un Napolitain en pleine crise de la quarantaine, qui un soir en fait pète un câble complètement et se dit qu'en fait il en a marre de sa vie de merde, et prend un masque de polichinelle et va dans la rue pour aller taper des malfrats, des voyous, et il est rejoint en fait par d'autres personnages dont une femme qui s'appelle Nunzia, qui est son amour de jeunesse, et puis aussi un ancien militaire, un champion de boxe syndicaliste et tout ça. Donc en fait c'est un peu à la Kick-Ass, tu vois, il s'improvise justicier des rues, et sauf que forcément quand tu fais la loi par toi-même, et ben tu deviens peut-être aussi un criminel, je sais pas quelle est ta morale quand tu fais ça. Et donc voilà, ça c'est disponible aussi aux éditions Sarbacane. Je l'ai pas encore lu, mais je l'ai reçu et j'espère vous en reparler bientôt dans First Print, parce que clairement dans les thématiques on est dans du kick-ass-like, je dirais, avec un côté même un peu, tu sais, par rapport aux mecs en crise de quarantaine qui essaient de profiter d'avoir des super pouvoirs ou pas, mais d'avoir un costume pour faire des choses qui se permettraient pas de faire, justement pour se sortir un petit peu de sa vie morose. Donc c'est disponible également aux éditions Sarbacane, ces 2 titres là. Corentin, il y a un truc, ça t'intéresse ou pas quand je t'en parle? Oui, Nicole Gou, moi j'avais lu son Shadow of the Bad Girl sur Cassandra Cain. C'est très joli, enfin c'était très joli, en tout cas à ce moment-là j'ai pas vu le style qu'elle déploie pour ce projet Forest Hill, mais pourquoi pas, enfin c'est une très bonne dessinatrice. Je vous conseille même si ça reste du young adult très très basique, mais au moins graphiquement la ligne comment qui s'appelait DC Kids du coup maintenant officiellement, c'était DC Inc et DC Zoom, et c'est devenu DC Kids for All Ages et DC Kids for Young Adults, je crois. Du coup voilà, c'est aussi un petit peu là que DC peut se permettre de faire un peu des variations esthétiques sur des personnages très connus, donc là c'était assez réussi. On verra ce que ça donne pour ce truc là.
Moi, tu me dis voilà DVD porno, et ensuite après tu me dis boxeur syndicaliste, donc voilà, tu coches toutes les cases de prédilection. Mais effectivement, alors je faudrait que je feuillette celui que t'as reçu avec le BD italienne. Mais sinon, non, ça a l'air très bien, tant mieux. Très bien. Et l'édition de Sarbacane de November est très bien aussi. Hein. Ouais, très jolie. Il faut la lire. En 2 tomes. Et d'ailleurs, le titre est nommé pour le Festival Quai du Polar pour le premier prix BD avec A Short Story. Donc, vous pouvez voter sur le site de l'un des meilleurs tafs de Elsa Chartier, Matraction, tout simplement. On peut se le dire maintenant, c'est fini. Tu l'as fini, du coup? Hein? Tu l'as fini? Oui. Alors, t'as vu la fin, quand même? Oui. Incroyable. Oui. Comment tout se rejoint bien comme il faut. C'est un dédale. Oui. Oh, c'est incroyable. La sortie du labyrinthe. Un labyrinthe. Wow. Oui, voilà. Allez, Corentin, on continue avec l'actualité, avec la news Camoulox de ce podcast, puisque Antoine Decaune et José Garcia vont prêter leur voix pour l'adaptation française du podcast Marvel's Wastelanders de Audible. Mais ce que j'ai vu que tu avais fait Camoulox sur le partage aussi, c'est pas Cadet Olivier Camoulox? Si, bien sûr. Non, parce que du coup j'avais un doute. C'est plus pour le côté what the fuck en fait. Oui. Non, parce que je croyais que c'était eux qui avaient. J'avais un doute. Ah non, pas du tout. Très mal Decaune et Garcia. D'accord. À part les sketchs Talking to Me, Fuck My Wife, etc. Mais effectivement, c'est curieux. Donc, bon, pour rappel, Marvel, comme DC Comics d'ailleurs, investit le créneau des podcasts narratifs depuis quelques années parce que tout le monde écoute des podcasts. Il y a même un observatoire national des podcasts qui a été créé en France. Ouais, on va pas en parler. Qui fait de la thune dans cette industrie d'amateurs passionnés. Et donc voilà, on a eu Batman Autopsy en français, supervisé par Douglas Attal, où on avait déjà quelques talents du doublage. On avait du Solier, on avait quelques grandes voix, on avait Frédéric Sigrist aussi, un petit caméo. Donc on a bien vu effectivement que c'est logique quand tu veux faire du podcast exporté en France, contrairement au cinéma où tu peux pas juste faire de la VOST ou de la bande dessinée où en fait tu peux juste traduire les dialogues. Là il faut une équipe, il faut des comédiennes, des comédiens, il faut un casting. Donc on rejoint les logiques en fait de doublage VF traditionnel, c'est-à-dire il faut du star talent. Et vu que ça coûte pas forcément très cher, ça coûte moins cher engager une vedette pour du doublage que pour un film ou une série, et que y a beaucoup de fans de super-héros ou de gens que ça amuse de faire ça de l'autre côté de l'Atlantique, ils ont été prendre effectivement Antoine Decaune et José Garcia. Alors José Garcia, je sais pas exactement s'il est fan de super-héros de BD. Et Antoine Decaune, on peut se dire que oui quand même, parce que moi j'étais assez client de son émission Pop, où il avait reçu Bablet d'ailleurs à l'époque. Une émission qui s'est terminée, je crois, l'année dernière, et qui était vraiment bien. Ça parlait de pop culture, de science-fiction, sous des rapports plutôt bienveillants, plutôt enthousiastes, etc. Accessoirement, Decaune, il a déjà fait du doublage, il a aussi même écrit des chansons pour des dessins animés et tout, donc c'est un mec qui est relativement proche des cultures geeks, même si on l'associe plutôt à l'esprit Canal, l'esprit Radio France, l'esprit vieux cinéma français, enfin, cinéma français un peu à papa, quoi. José Garcia, j'ai plus de mal à le voir, mais je pense par amitié, tu vois, pour reformer le duo, qu'ils ont dû se dire que c'était une bonne idée, parce que là, en l'occurrence, Wastelanders, pour ceux qui voient pas du tout, c'est en fait une adaptation orale, enfin vocale, sonique, audiophonique, voilà, de l'univers Oldman. Parce que ça reprend en fait toutes les idées de Mark Millar sur Old Man Logan et les extensions qu'on a été faites avec Hawkeye, avec les Wastelanders et Old Man Quill. Donc là, c'est Old Man Quill, mais en version un peu plus comique, puisque c'est Star-Lord et Rocket Raccoon qui vont s'échouer sur Terre. Ils sont vieux maintenant, ils sont bedonnants, ils s'engueulent comme un couple de vieux, comme nous. Donc évidemment, on a été prendre deux mecs qui incarnent justement ce côté duo comique et un peu cheveux gris. Alors qu'ils auraient pu nous prendre nous. Moi, j'aurais fait le raton laveur, par contre, là, il n'y a pas d'hésitation. Mais voilà, donc c'est à la fois un peu ridicule parce que tu te dis qu'il y a quand même des vrais gens qui travaillent dans la VF, qui ont des super timbres vocaux et que à chaque fois qu'il y a un star talent, on leur pique un peu du travail. Je veux dire, bon, les gens connaissent Dupac, les gens connaissent Antoine, les gens connaissent les gens connaissent un petit peu les VF connus, les VF célèbres qu'on avait jusqu'ici. Et de la même façon que le cinéma d'animation se recentre un peu autour de youtubeurs, autour d'influenceurs, autour de podcasteurs qui vont piquer en fait, vont tondre la laine sur le dos de nos amis qui sont vraiment des professionnels du théâtre et qui sont entraînés à faire des voix. C'est toujours un peu triste, mais là en l'occurrence, on peut considérer que c'est un produit à licence comme un autre, que la version de Batman Autopsy justement qui avait du star talent était quand même réussie et a trouvé son public. Donc pourquoi pas, voilà, on verra bien ce que ça donne, on verra si eux se mettent au service du produit, hein, parce que je pense, à mon avis, ils s'en foutent un peu, mais c'est marrant pour eux de le faire. Non, pourquoi?
Mais parce que c'est pas le rôle de leur carrière, tu vois. C'est pas le rôle de leur vie, mais c'est un comédien de doublage en général, pour lui c'est un truc sérieux dans sa carrière de bien se donner pour chaque voix, etc. Alors que là, c'est des mecs qui ont pas besoin de ça, quoi. Ça dépend parce que parfois il y en a qui sont qui sont sur ces projets mais qui savent même pas ce qu'ils vont faire en fait. Moi c'est vraiment des choses qui m'avaient frappé aussi, c'est que parfois ils sont recrutés et ils savent même pas parce qu'il y a des secrets de production, parce que là justement ceux d'en haut veulent pas que ils veulent vraiment éviter le moindre spoiler ou la moindre fuite, et parfois les gens en fait sont juste même pas au courant de ce qu'ils doublent. Donc tu te dis quand tu leur demandes après en interview comment vous êtes préparé pour ce rôle, tu fais en fait je me suis pas préparé parce que la réponse ça va être littéralement en fait une demi-heure avant d'enregistrer je savais pas ce que je faisais. Donc après là j'imagine qu'on leur en aura parlé quand même vu la notoriété des personnes. On leur a pas dit est-ce que tu veux juste faire un podcast audio, tu vois, ça va être bien. Ouais d'accord, non non je pense qu'effectivement pour De Coné Garcia tu leur présentes un peu plus le projet, mais à voir. En tout cas c'est sûr que après l'adaptation VF audible de Sandman elle est très réussie aussi, elle est vachement bien foutue. Donc d'ailleurs c'est des anonymes on va dire anonymes, c'est des gens quand même connus dans la profession, mais c'est pas Rosta, Plateau Télé, Ruquier, etc. Non c'est pas Nico Aglasias qui fait Sandman du coup. Non. Aliagas. Nikos Aliagas. Ouais, je sais pas. Aglagas. Le mec qui s'est Nikos Aglaglas. Le mec a présenté Joker quand même à l'avant-première. Justement, je pense que vu comment il a présenté Joker, je peux massacrer son nom de famille. Phoenix était très très agacé. Mais ouais, non, mais en tout cas voilà, donc ça arrive effectivement, tu viens de le dire sur Audible. Pourquoi dire Audible, c'est Audible, c'est une marque américaine, bref. Sur Audible, et effectivement, ça a probablement été signé parce que la série Sandman audio est l'un des plus gros succès de la plateforme, c'est pas le plus gros d'ailleurs, je suis en train de me dire. Donc voilà, ça signifie que les autres Wastelanders vont arriver. C'est Ben Percy au scénario, comme d'hab, comme pour Wolverine The Long Hunt, qui est un peu le spécialiste de l'écriture de podcast maintenant chez eux. Donc je les ai pas écoutés, ceux-là, j'avoue, je sais pas ce que ça vaut. Il y a une version comics qui existe aussi avec Steven S. D. Knight qui avait été annoncé puis qui s'était barré parce qu'il était choqué par le racisme de Cebulski / Akira Yoshida. Donc voilà, toute une histoire. Mais c'est cool, et on espère maintenant que le podcast The Batman Adventures qui est dispo gratuitement sur YouTube désormais, la première saison aura une VF aussi. La première saison est disponible sur YouTube, mais pas la saison 2. Ouais, tout à fait, il y a les 10 épisodes. Qui reste une exclusivité HBO Max. Corentin, du côté des annonces de comics en VF, il y a Panini Comics qui a recommencé à faire ses big news, où pendant 10 jours, ils font des grosses annonces et ils nous mettent la pression, parce que nous, faut bien sûr qu'on relaye ces trucs-là, alors que on a déjà beaucoup trop de travail, donc c'est un peu toujours la course quand ils se lancent là-dedans, mais c'est pas grave, parce qu'il y a quand même des belles sorties qui sont au programme, et donc là en l'occurrence les big news notamment sont réservés un peu au titre un petit peu événementiel, donc là surtout les omnibus bien entendu, puisque l'éditeur ne va pas s'arrêter dans sa lancée cette année en proposant donc au moins en moyenne 2 omnibus par mois, donc c'est bouquins ultra lourds, ultra chers, au rapport quantité page certes peut-être intéressant, mais avec un inconfort de lecture assez incroyable si vous n'avez pas soit des genoux en métal ou, ou juste une bonne table de lecture. Mais quand même parmi les 2 titres annoncés, parce qu'il y en a deux dont on va parler aujourd'hui. Il y en a un qui est un indispensable, clairement, des comics modernes. Il y a d'un côté, il y a quand même un omnibus Annihilation. Donc, grosse saga cosmique dans laquelle Annihilus entraîne sa horde, sa vague d'annihilation, en fait, pour essayer de conquérir. C'est une horde, hein. Y a pas c'est vraiment de la fantasy à l'ancienne, à la Warhammer 40 000, entre guillemets. Annihilus sort de la zone négative et dit, le cosmos, maintenant, c'est à moi. Et on va voir comment les principales forces vives de la galaxie cosmique, et donc pas juste spatiale, c'est-à-dire les dieux de l'espace, les créatures qui ont la cosmic energy, vont essayer de lui faire face. On parle de destruction de planètes, on parle d'empires qui vont s'effondrer, on parle d'une vraie grande saga cosmique à l'ancienne, avec Eve Giffen au scénario principalement, et DNA sur Nova, et les héros de Galactus, le Silver Surfer, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui ont convergé à cette époque-là. Donc c'est la grande époque du post-Starline, où DNA et aussi un peu Giffen du coup écrivaient les grandes pages de ce qu'était en fait le nouveau grand match final entre guillemets entre toutes ces puissances là. DNA c'est pour Dan Abnett et Andy Lanning. Oui pardon, Abnett et Lanning effectivement. Donc là ils ont promis un truc très très englobant avec tous les spin-offs, tous les tie-in, et aussi la mini-série Drag the Destroyer qui était aussi de Giffen, qui est en fait le prélude à Annihilation. Alors si vous le retrouvez les pages en VO du dernier numéro de cette série en 4 numéros, vous avez en fait un encart éditorial de je sais plus si c'était encore Alonso, bref, peu importe, un encart éditorial de l'éditeur des séries cosmiques qui dit voilà, ça c'était la première page de la grande saga qui s'annonce, et revenez l'année prochaine, on aura
Annihilation, et vous allez voir, ça va tout tuer. Et Gabriele Delotto sur les couvertures de quasiment toute la série. Et c'est aussi à cette époque-là que vont se former la version la plus récente, enfin la nouvelle version des Gardiens de la Galaxie telle qu'on les connaît aujourd'hui. Lumineusement. Dans ce qui était dans la mini-série Annihilation Conquest, qui est intégré là-dedans un peu en épilogue en fait que Star-Lord va former son équipe de rebut de l'espace. C'était il y a pas si longtemps que ça, parce que c'était en 2008, je crois, aux alentours. Ouais. Donc finalement, ce n'était pas il y a si longtemps. Mais surtout, quand vous relisez le Drax de l'époque, on est très très loin de ce que c'est aujourd'hui. Hein. C'est une brute, il est limite un peu débile, il est monomaniaque sur un truc et tout. Enfin, le cosmique chez Marvel, ça a vraiment quasiment disparu, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Enfin, il y a des continuations. Il y a eu ce qu'a fait Donny Cates aussi, qui était un peu cosmique. Enfin, après, si tu mets Thanos hors de l'équation, il n'y a plus rien, par contre, hein, mais récemment. Les Eternals. Non, mais ces grands crossovers, justement, qui vraiment font intervenir des créatures qui ont des pouvoirs de destruction de planètes et compagnie. Les Eternals, c'est différent. Les Eternals, c'est divin, c'est pas cosmique. C'est comme, tu vois, Asgard, c'est pas cosmique. Enfin, ouais. Non, c'est de la fantasy, le run de Aaron. C'est fantasy dans l'espace. Voilà, je le dis. Très bien. Pas peur, moi. Et donc, je le dis, moi. Ce que je voulais dire, l'autre omnibus, hein, l'autre omnibus, c'est le Silver Surfer de Dan Slott et Michael Allred. Et là, il y a un chef-d'œuvre qui se prélude à l'horizon. Ah, bah là, oui. On pourrait le dire. Donc, le Silver Surfer, d'ailleurs, c'est marrant parce que c'était à l'époque où Slott était un peu en train de perdre en grâce au sein des lecteurs de Marvel à cause de Spider-Man. Ouais, est-ce que c'était l'époque supérieure ou pas? 2014. C'était aux alentours. Ouais, c'était l'époque des grandes relances de Marvel Now, je crois. Ouais, c'est ça, c'était Marvel Now. Justement, ils prenaient plein d'artistes un peu plus à la marge, qui avaient des styles super géniaux comme Robbie Rodriguez. Oui, Robbie Rodriguez. Spider-Gwen, oui. Ou Spider-Woman, etc. Et donc là, c'est le Silver Surfer qui va se faire une sorte de pote. Une terrienne qu'il va emmener dans une planète aux proportions non sensiques pour vivre une aventure unique en son genre. C'est très compliqué d'en parler sans trop développer le truc, mais on est vraiment sur un taf extrêmement touchant, extrêmement sincère, qui prend justement la magie de l'espace comme un truc un peu de conte de fées et en même temps de perspective sur l'humanité qui regarde vers les étoiles et qui se dit qu'est-ce qu'il y a dehors et tout. On est sur un taf de Michael Red, donc c'est forcément magnifique à regarder. Et je me souviens à l'époque où on a commencé ensemble et que je te parlais de iZombie quand il y avait la série qui arrivait et tu me disais, tu me trollais en mode genre ouais mais Michael Red, personne n'aime ce coup de crayon, ça ressemble à rien et tout. Et aujourd'hui, après Ecstatix et après avoir lu cette série-là, tu es toi aussi dans le camp de la All Red Army. Mais non, mais ça fait longtemps que j'y suis dans la All Red Army. Ouais. Alors du coup, on fait iZombie en VF, c'est bon? Non, mais par contre, mais tu sais que c'est pas parce que j'adore un artiste que je suis pas conscient de la non-capacité à vendre un de ses titres. On fait iZombie en VF. Non, toujours pas. Temps, là. Non, toujours pas. Le peuple est prêt. Le terrain était préparé. Le problème d'iZombie, c'est pas All Red. On s'en fout, c'était qu'une vanne. Parle de Silver Surfer. Très bien. Bah, c'est très bien. Voilà. Donc, effectivement, Dawn Greenwood, donc, une jeune femme, en fait, qui vit à Anchor Bay, qui aide sa famille dans une auberge familiale et qui, en fait, un jour se retrouve téléportée, donc, à l'Impéricon. L'Impéricus, je sais plus comment ça s'appelle, mais va donc une cité, un énorme assemblage de bâtiments dans tous les sens en fait. Et pourquoi? Parce que le Silver Surfer a été choisi pour être le défenseur de cette cité par rapport à une entité cosmique qui s'appelle la Reine des Jamais et qui veut en fait la détruire. On sait pas trop pourquoi. Et en fait, pour l'aider, les habitants de cette cité en fait utilisent ce qu'ils appellent un motivator. Et en fait, le motivator, ça te fait apparaître la personne qui compte le plus à tes yeux pour te la mettre, pour dire en gros si tu nous aides pas on va la buter. Et sauf que le problème c'est que Norinra, donc le Silver Surfer, il la connaît pas, il sait pas qui c'est, et donc il va quand même aller à sa rencontre. Et puis effectivement après ils vont partir tous les deux en voyage spatial parce que Dawn a envie un peu juste de découvrir l'univers, sauf qu'elle sait pas non plus forcément que Norinra a été le Silver Surfer et ce qu'il a fait en tant que héros de Galactus avant. Donc voilà, donc il y a plein d'aventures comme ça ils vont partir à la découverte de différents peuples qui ont un rapport plus ou moins particulier avec le surfeur. Ils vont traverser le temps, ils vont traverser l'espace. C'est très psychédélique, c'est très expérimental aussi. Il y a un numéro d'ailleurs qui est complètement fou en termes de narration puisque le numéro se lit littéralement en boucle. En fait, si vous l'avez pas lu, vous pouvez pas comprendre, mais c'est il a d'ailleurs reçu un Eisner Award juste pour ça. Et ouais, et en plus ça va vers une forme d'émotion qui est assez ultime dans le discours. Donc c'est assez incroyable. C'est considéré comme l'un des meilleurs thèmes de Dan Slott. Hein. Ah bah ça l'est, hein, ça assurément, mais c'est
Voilà, c'était donc voilà, autant on aime les omnibus, on est toujours aussi partagé par rapport à ces trucs de prix et tout ça. Autant celui-là, il vaut son pesant de cacahuètes, Oui, quoi. bien sûr, mais même Annihilation, je veux dire, avoir tout en un, c'est quand même un très très grand truc, hein, Annihilation aussi. C'est pas parce que c'est moins récent et que c'est pas Michael Red que c'est pas bien. Hein. Il faut lire aussi Annihilation si ça vous intéresse. Oui, mais après vous pourrez comprendre pourquoi Marvel Studios vous arnaque en fait depuis 10 ans au cinéma en vous montrant un cosmique où c'est juste des gogoles en pyjama qui se gueulent dessus des vannes, tu vois. Ouais, avec des fonds spatiaux tirés de Getty Images, quoi. C'est vrai. Je me souviens d'ailleurs quand avait commencé la série de Dan Slott à l'époque, où il y avait des débats en mode genre qui comprend le mieux le Silver Surfer en dessin, parce que t'as quand même eu Mobius, t'as eu Sadri Beach sur Requiem et tout le monde disait non mais quand même ce qu'il fait c'est vraiment exceptionnel, quoi. C'est un personnage qui appelle aux grands dessinateurs en plus. Et franchement Michael Red est un grand dessinateur. Non là-dessus non, c'est clair. Bah, et avec Laura Alred qui le met en couleur, c'est toujours pop coloré, c'est trop ouf, quoi. Allez, Corentin, on passe du côté de la VO maintenant. Première annonce Dylan Burnett qui nous fait du jeu vidéo avec la série Arcade King chez Image Comics. Ça a l'air plutôt sympa, non? Ça a l'air sympa. On parlait, tu sais, dans le podcast qu'on avait fait avec Bigor sur justement Ultra Mega, de ces séries qui sont un peu des caprices d'artistes, comme a pu l'être Renato Jones aussi, en fait, donc des artistes qui sont très visuels, qui ont des idées un peu tarées et qui souvent attendent le bon scénario pour commencer à s'exprimer. Et quand ils l'ont pas, ils vont créer leur univers à eux. C'est souvent assez foutraque, assez barjot et assez généreux. Pardon. Là, à mon avis, on est vraiment là-dedans. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui arrive dans une ville fictive où tout le monde est fan de jeux d'arcade. Il se trouve que lui est beaucoup trop fort aux jeux d'arcade et personne ne comprend pourquoi, parce qu'il est toujours masqué, on sait pas trop d'où il vient et tout. Et un élément de son passé va venir le rattraper dans la ville pour une sorte de bataille finale. Alors on sait pas si ce sera dans un jeu d'arcade ou si lui-même est un héros de jeu d'arcade qui s'est enfui d'un jeu d'arcade. Apparemment ça parle beaucoup de famille. Ça a l'air très années 80, pop, barré, à la fois film d'action congais, à la fois vraiment jeu vidéo 8 bits, pixels, couleurs fluo, etc., etc. Donc voilà, c'est un petit plaisir que se fait Burnett, qui après a travaillé avec Donny Cates à plusieurs reprises sur Thanos et sur le Cosmic Ghost Rider, la première série qui était la meilleure de toute façon du Cosmic Ghost Rider. Il n'y a pas eu de bonnes séries sur lui depuis, enfin de meilleures séries sur lui depuis, je veux dire. Donc oui, voilà, c'est un petit kiff qui s'autorise, c'est cool. C'est Skybound, je crois. Donc en plus Skybound qui a cette réputation d'aller vers le cool, d'aller vers le bastonnant, etc. Un peu plus jeune aussi que la moyenne des Image Comics pour adultes. À mon avis, justement, si vous avez aimé Ultra Mega ou Renato Jones ou ce genre de projet-là, ou même quelque part ce que fait Warren Ellisson tout seul quand il se fait ses petits kiffs de catcheurs qui luttent pour sauver leur mère des enfers, on est un peu dans le même délire, je pense. Donc on verra quand on aura les premières planches. Pour l'instant, on a que des couvertures et ça a l'air bien barré et bien fun, voilà. Non, clairement. Il y a un autre titre aussi qui arrive chez Image et qui s'appelle Junk Rabbit, que j'ai aussi mis dans le listing parce que ça a l'air aussi complètement un peu what the fuck et dans l'esprit de ce que toi et moi on aime en général dans l'indé aussi, quoi. Ouais. Alors Junk Rabbit, c'est alors eux ils disent Robocop parce que c'est le futur, que le héros est biomécanique. Enfin, c'est un corps humain avec des parties robotiques. Mais je pense qu'on est vraiment plus proche du Toxic Avenger. C'est ce que j'avais écrit d'ailleurs. Parce qu'il y a un côté humour noir, revanche d'un paria sur la société de consommation précisément. Donc c'est le futur. Et comme dans le futur normal, les bourgeois se sont mis dans les cités sous dôme et les pauvres vivent dans un immense désert, enfin une immense décharge à ciel ouvert. Voilà, et l'air y est irrespirable, ils scrutent les déchets pour trouver de la bouffe et tout, pendant que les privilégiés, eux vivent dans un monde encore vivable, respirable, etc. Des décombres va naître une créature en quête de vengeance, le Junk Rabbit, qui a priori est né de pièces de mécanique décharnées qui sont greffées sur un corps et qui va aller buter nos amis les 1%, et les privilégiés, les bourgeois, tout ça. Dans un truc un peu violent, on a les premières planches avec une décapitation. Donc c'est de l'éco-anxiété bastonneuse. Hein, voilà, c'est écoute, voilà, la fin du monde arrive, donc prévoyons déjà comment on va tuer ceux qui sont responsables dans le futur. C'est aussi un peu du Swamp Thing, enfin ils aiment bien cette référence-là, parce qu'il y a justement ce propos sur l'espèce humaine qui en fait jette beaucoup de déchets, qui empoisonne l'air et qui applique un manque de respect général envers la nature et la biosphère, etc. Donc effectivement, c'est des trucs qui, encore une fois, cochent nos cases à nous.
Faut voir, hein, parce que je connais pas vraiment la personne qui fait cette série. J'ai pas lu ce qu'elle avait fait avant. Au niveau graphique, on est sur un truc bien, qui assume une posture de satire assez engagée. Il y a un truc qui me gêne un peu, c'est dans une des pages de preview, t'as un mec qui a un visage qui est séparé entre une couleur de peau blanche et une couleur de peau noire. Donc ça, je sais pas exactement si c'est un propos sur la non-binarité ou une critique un petit peu justement du côté ah là là, les petits bourges qui veulent dépasser leurs conventions naturelles et biologiques. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on verra bien ce que ça donne. Et ça sort En avril. En avril. Voilà. Donc une des curiosités à suivre en avril si vous aimez les lapins robots qui tuent des riches. Ouais, c'est ça. Et on continue parce qu'en fait on a un trio de bizarreries en fait avec le troisième titre qui s'appelle The Giant Kokju de Jerry Duggan et de Scott Koblish. Et donc le jeu de mots que vous percevez dans le titre Kokju, il n'est pas innocent puisque effectivement on va s'intéresser à un kaiju donc qui s'appelle Kokju et qui a des besoins. Donc il doit manger bien évidemment, il doit dormir, il doit aussi baiser. Et du coup, vous avez vu le build-up là, Arnaud qui prend son temps là, complètement. Il doit manger, il doit dormir et il doit ken. Et donc forcément, quand t'as un monstre à 20 mètres de haut qui doit se reproduire, et ben forcément ça fait des dégâts encore plus, surtout si j'imagine que son chibre géant de 2 mètres de long casse des vitres et tout ça. Et donc face à ça, forcément l'humanité va employer aussi les grands moyens pour l'empêcher d'aller forniquer à droite à gauche dans des zones habitées par l'être humain. Et du coup ça a l'air d'être juste un énorme délire un peu graveleux, mais moi, voilà, toi t'es content. Mais moi je kiffe parce que moi ce délire cette image, tu vois un peu le mec dans Superbad qui dessine des gags tout le temps. Oui, c'est toi, ouais. C'est moi. Ta biographie. Non, mais disons que moi je trouve que dans l'imaginaire faire toujours un truc du genre l'attaque de la bite géante, moi je trouve que ça c'est dommage que ça n'a jamais été réellement fait en fait par des artistes, par des gens en bande dessinée où t'auras un zizi géant qui attaque des villes comme ça et qui pète des immeubles et tout. Et je trouve qu'il y a un imaginaire folle dingue à développer là-dedans. Un imaginaire folle dingue, ouais. Des bites géantes qui attaquent des villes. Ouais. Folle dingue, on t'a dit. Ouais, c'est cool. C'est que tu pourrais apprendre à dessiner et faire cette BD, non? Mais je l'ai déjà fait. J'ai une couverture de cette bande dessinée qui traîne quelque part depuis très longtemps. Mais bizarrement, personne ne veut m'éditer. On bosse ensemble. Qu'est-ce qui m'a pris d'accepter de travailler avec toi il y a 9 ans? Je sais plus. Moi, je trouve qu'on pourrait faire, je trouve qu'on s'amuse pas assez sur cette pauvre planète et qu'il y a plein de choses à faire. Mais en tout cas, voilà, moi, ça me fait vraiment délirer. Oui, ça arrive bientôt, donc, chez Image Comics. Et je pense que si vous n'êtes pas coincé du fion comme Corentin et j'ai que pas dit que je trouvais pas ça marrant, hein. Ah bon, c'est quand même une grosse nuance entre trouver une BD marrante et espérer que la pop culture se mette au diapason des zigounettes pour faire l'attaque géante du phallus de 50 pieds, tu vois. Enfin, c'est trop bien. C'est comme l'attaque de la mousse à géante. C'est très décoincé, du coup. Bah ouais. Trop décoincé. Mais non. On fait bien tu sais, il y a l'attaque des tomates géantes ou T'as lu Gigant de Oku? Oka, j'oublie. Chez Kyun, là? Le créateur de Gantz. Enfin, de Gantz de. Oui, non, je l'ai pas lu. Non, je vois. Ça va te plaire. Oui, je sais, c'est avec oui, ça va te plaire. Donc, ouais, c'est cool en tout cas parce que justement, on a bien vu que, comme on le dit à chaque fois, le genre du kaiju n'a pas percé au cinéma. L'animation s'y intéresse mollement par à coup. Et en final, en BD, on a quand même une proposition qui est assez large. On a une série carcérale de kaiju Max. Ouais. On a eu des kaiju un peu plus dépressifs avec des trucs comme Jenny Zero et tout. Là, on finit par arriver on a Kaiju Heist aussi, avec film de braquage de kaiju. Là, on finit par arriver dans les formes tellement zarbi qu'on arrive maintenant à des séries un peu plus bistouquettes et humour gras en dessous de la ceinture pour Arnaud Kikou. Voilà, avec le Arnaud Kaiju Kikou. Qui arrive. Bof. Je suis assez content. Ouais. Qui arrive et ça, voilà, si on peut trouver toutes les variations possibles sur ce répertoire qui en fait n'est possible qu'en bande dessinée vraiment parce que ça coûte moins cher, simplement. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux faire une blague bille? Non. T'as une tête vraiment d'enfant, là. Non, j'étais en train de penser au kaiju shared universe en comics qui commence à s'étoffer, mine de rien, aussi en France, quoi. Avec Big Girls, avec Ultra Mega. T'as toute une collection, en fait, de BD de kaiju, là, qui... C'est bien ce que je disais. Voilà. Et donc ça a fait plaisir. Ouais, ça fait. Ouais, ça. J'ai hâte de voir si un crossover avec Godzilla. Ouais, c'est ça. Coxzilla. Du coup, facile. Ouais. Voilà. Pourquoi tu critiques mes vannes, ouais, du coup? Arnaud Kikou, Arnaud Keket, peut-être, pour être ton nouveau pseudo. Franchement, je sais pas, son nom d'artiste.
Pour ta future BD. Ah bah non, non. Non, je refuse tout simplement, voilà. Alors, si vous voulez du coup voir la couverture de Arnaud Guéguette sur les réseaux sociaux, Sur inondez le Tipeee et il le fera. C'est ça, ouais. Espère toujours. Corentin, Sean Murphy, tu connais? Ouais. T'aimes bien? Oui, par une petite dose. Et toi, t'aimes bien Zorro, non? Ah, ça. Si, Zorro, tu adores Zorro. C'est Don Diego qui fait Zorro. Oui, mais ce n'est pas tout. C'est Nintendo qui fait Incendiario. C'est Nintendo qui fait Super Mario. Ça va. Donc, Don Diego, si, le capitaine Molastario, il a fait enfermer qui? c'est bon. Les gens, donc, Sean Don Murphy va Gusto. faire une série sur Zorro. Exactement. C'est pas dingo, ça, mon poteau? Bah non, parce que dingo, c'est Walt Disney. Zorro, Man of the Dead, ça s'appelle. Et ce qui est encore plus ouf, c'est que Sean Murphy a racheté lui-même les droits. Plus de jeu de mots. Hein. Il a lui-même racheté les droits de Zorro, en fait, pour publier cette bande dessinée dans son propre label qu'il a pas encore annoncé. Et donc, ça arrivera plus tard dans l'année. Comme ça, en fait, bah, il va faire ce qu'il veut. Et il s'en battra les roubidioles. Et en même temps, parce que les droits de Zorro en BD, ça existe pas vraiment. Enfin, il y avait que Dynamite qui en a fait récemment. Et quand je dis récemment, c'est pas tout à fait récemment non plus. Les séries étaient mauvaises. Moi, franchement, qui suis justement un fan de Zorro, parce que j'ai grandi avec la série avec Guy quelque chose. L'acteur qui jouait Zorro quand on était petit dans la série de France 3. J'avais les VHS et tout en noir et blanc, c'était incroyable. La colorisé plus la merde, par contre. Après, il y a le film de Martin Campbell, Le Masque de Zorro, qui était merveilleux. La suite qui était pas bien. Et des tentatives de reboot depuis avec un film de Jonas Cuarón qui n'a jamais été fait finalement, où ça va être un Zorro post-apocalyptique. Il doit y avoir même un crossover Django Zorro. Mais oui, mais il a lu en comics, lui, pour le coup. En comics même, mais qui n'a pas été adapté. Et franchement, il est pas incroyable. Je me demande même si Tarantino a vraiment écrit des trucs pour ce truc-là, parce que ça sera, on dirait vraiment une fanfiction, en fait. Ouais, voilà, une fanfiction. Donc voilà, ça c'était Dynamite, justement, avec DC. Il y avait eu, pareil, dans Masks, le crossover des héros Dynamite, le petit-fils de Zorro. Enfin, ils ont jamais vraiment su quoi en faire. Zorro a pris la flotte, il y a plus vraiment eu de série. Il y avait la série animée aussi quand on était petit qui était incroyable. Il y a plus vraiment eu de série, il y a plus vraiment eu de film, contrairement à Robin des Bois ou des personnages comme ça qui reviennent périodiquement. Zorro, quand même, depuis le Masque de Zorro, il est un peu en chute libre, quoi, on va dire. Donc moi je suis plutôt content parce que effectivement je me dis que c'est un héros qui quelque part a tellement inspiré les comics et le principe même du super-héros, je veux dire le mec qui se fait passer pour un bonnet maladroit au quotidien et qui la nuit sort masqué, t'as un bro de la bagarre et tout, c'est littéralement Clark Kent, c'est littéralement Batman. D'ailleurs Batman, on l'a vu dans des tonnes d'hommages de Frank Miller, de Darwyn Cook, même de Sean Murphy, hein, l'hommage à Zorro existait déjà là-dedans. Puis Zorro qui inspire tous les héros pulp. Bien sûr, voilà, évidemment, mais voilà le côté cowboy masqué qui était justement un peu avant le Lone Ranger et tout. C'est super important qu'il existe encore en comics, je veux dire, c'est le grand ancien entre guillemets de cette culture-là. Avec moins de Nyctalope et tout, tu vois. Nyctalope serait intéressant de le ramener aussi, par exemple. Mais donc voilà, c'est chouette. En plus, c'est pas n'importe qui. Sean Murphy, c'est quand même un super dessinateur. On peut penser ce qu'on veut de ses éventuelles opinions politiques ou de son éventuel lien avec l'ancienne sphère comme Mixgate, qui n'a jamais vraiment été matérialisé, qui n'empêche pas de faire des bonnes BD, qui sont pas d'extrême droite non plus. Ça reste un virtuose du coup de crayon qui a inspiré et des artistes américains et des artistes européens. Là, qu'en plus, quand on voit les premières planches de Zorro, il va vraiment chercher l'hommage à Alex Toth, qui est donc le mec qui a fait les principaux comics sur Zorro, puisque c'était ceux qui étaient adaptés de la série justement avec le monsieur Guy. J'ai envie de dire Guy Williams. Voilà, je vais dire Guy Williams, et si je me trompe, bah, vous me direz. Avec Guy Williams justement, qui était vraiment ce dessin super naturel, super élégant, super sobre à la Alex Toth. Et là, quand on voit justement le plan de profil de Zorro, c'est vraiment ça, quoi. Donc moi, ça me fait vraiment grave plaisir. Limite, je trouve ça plus intéressant que c'est Batman, en fait. Parce que je pense qu'on a un peu fait le tour. Ce qui me fait un peu plus chier, c'est que ça va quand même se passer au présent. Parce qu'on voit que Zorro, bah, il a une tuture, évidemment, parce qu'on est chez Sean Murphy, donc le héros ne peut pas ne pas avoir une bagnole ou une moto, sinon Sean Murphy pleure en dessinant. Donc ouais, franchement j'ai hâte en vrai. Je te le dis, c'est malgré mes griefs envers Sean Murphy et son côté répétitif, franchement Beyond the White Knight c'était quand même super beau, quoi. C'était vraiment super beau. Le mec il a pas perdu du tout en énergie après toutes ces années à faire que du Batman quasiment. Plot Hole, je trouve ça beaucoup moins intéressant pour le coup. J'aimerais voir s'il va l'écrire et le dessiner, tu vois, s'il faut pas prendre un mec qui pourrait non, je pense qu'il va l'écrire et le dessiner là. Bah à voir.
Clairement, parce qu'en parallèle, il continue justement, tu parlais de White Knight, de Beyond the White Knight, mais justement, parce que cet univers continue de s'étendre aussi, puisque il y aura une nouvelle mini-série qui arrivera, on n'a pas encore la durée en termes de numéros, qui s'appelle Batman White Knight Presents Generation Joker, qui sera avec à l'écriture, en fait, Katana Collins, donc qui est aussi sa femme, qui avait déjà écrit la mini-série Harley Quinn, ouais. Et l'autre scénariste, c'est celui qui a fait le diptyque sur Red Hood, donc c'est vraiment les personnes qui ont déjà collaboré ensemble sur cet univers, et avec au dessin Mirka Andolfo, donc l'autrice et illustratrice italienne qui a fait notamment du Punchline chez DC Comics, à qui on doit pas mal de titres, logo. À qui on doit pas mal de titres en creator owned, comme Sweet Paprika, qui vient d'ailleurs de sortir chez Glénat, comme avec les vampires là, Mercy et Control Natura. Si, Unnatural en anglais. Donc c'est Clay McCormack qui a fait Red Hood. Ça pour le coup c'est pareil, tu vois, Generation Joker c'est logique par rapport à sa vision à lui du Joker et la figure qu'il a créée. Jack Napier. Ouais, enfin qu'il a du coup recréé, qui s'est engagé en politique, qui est devenu une sorte de héros messianique dans l'univers de Gotham City au point d'être punitif vis-à-vis de Batman. Pourquoi pas? Moi je pourrais manger un monde avec moins de Joker, j'avoue. Très personnellement j'en ai un peu plein le cul, mais c'est son obsession et c'est la racine de son univers, donc c'est un peu logique que on imagine en fait des jeunes du futur qui vont prendre le Joker comme une sorte de Che Guevara. Non, c'est pas ça. T'as pas lu l'article du coup. Non, pas du tout, non. Je découvre pendant que tu me Non, parce que du coup le principe en fait c'est que justement donc dans cet univers Jack et Harley ont eu 2 enfants et donc Jackie en fait sa fille est de plus en plus obsédée par le Joker et par rapport à ça en fait Jack Napier va en fait emmener ses 2 enfants pour un road trip un peu genre down the memory lane, donc en fait où il va lui raconter son histoire et essayer de comprendre en fait à quel moment ça a switché et ça a déconné. Sérieux? Oui, c'est ça, ouais. On s'en fout, enfin, elle est insupportable la gamine. C'est le pire personnage de l'univers. T'as vu la couverture? Vas-y. Ah non, on dirait du Batman par Tynion 4 à l'époque où ça partait en couille. Ouais, bah du coup je suis pas du tout intéressé. Parlons de Zorro, Arnaud, quand même. Zorro c'est bien, Zorro il se bat avec une épée et tout, il a un fouet, un cheval noir, c'est incroyable. C'est un cavalier qui surgit de la nuit. D'ailleurs dans Curse of the White Knight il y avait déjà une partie un peu épée, fleuret et tout qui était vachement bien. Un peu Assassin's Creed pour le coup, l'hommage était assez appuyé, mais du coup il aime bien les Zorro, Sean Murphy, on est content, Zorro, Sean Murphy. Il aime bien les épées. Les gamins du Joker qui... Non, mais en plus, il est fort en road trip aussi. Off-road, sa carrière commence quand même par un road trip où on apprend des choses en chemin. Mais par contre, franchement, là, pour le coup, moi, ça m'intéressait le côté mais symbole politique de Napier, parce que c'est ce que ça m'inspirait dans le titre. C'est bon, la famille du Joker, faut grandir maintenant, quoi. C'est bon, ça s'agirait de grandir. On en est à Beyond the White Knight, on en parle encore de Jack Napier, mais c'est bon, là, les gars. Ils sont insupportables, ces gosses. Bref. C'est vrai que moi je trouve que non, la situation que ça donne par rapport au statu quo d'Harley Quinn est vachement intéressante. Après, effectivement, la gamine qui fait sa crise adolescente et qui fait du coup je vais être la Joker's daughter. Et puis tu sais le côté en plus comment dire, l'hérédité de la folie. Ouais. Tu sais, ça m'énerve aussi, genre. Tu sais, où Harley, elle voit sa gamine qui part un peu en merde, elle dit, mais oui, c'est un peu aussi la fille du Joker, c'est pas que la fille de Jack et tout. Et là, t'as Misha Collins qui arrive et qui a de Gotham Knights et qui fait, Are you really the Joker's daughter? Avec sa tête de méchante. C'est ça. Je suis méchante. Je suis la fille du Joker. Je suis la wildcard. Je vais faire des trucs et rigoler sans raison. Et mes potes, ils vont être choqués, ils vont dire, waouh, qu'est-ce qu'elle est violente, mais enfin, mais calme-toi. Oh là là, on dirait vraiment... Ça sort quand, ça, déjà? En mars. Je suis chaud. 14 mars. Je suis chaud, mon gars. Ben, on fait... J'ai prévu une tête. Un petit peu de pilon. Ta compagne a demandé à ce qu'on fasse un commentaire audio du premier épisode. Hein. En découverte, en plus. Je pense qu'on va être à la fois atterré et hilar, donc... Je sais pas, ça... Quand on a essayé de faire ça à chaque fois, c'était un peu gênant, quand même. Hein. C'est vrai. Parce qu'en fait, la nullité du machin nous rattrape en cours de visionnage. Et on a envie de se suicider très rapidement. C'est pour ça qu'il faudra des substances pour nous aider en amont. Corentin, c'est le moment de la news Marvel, l'unique news Marvel de ce podcast, enfin Marvel Comics. Et j'ai envie de te dire, toi qui adore les symbiotes, toi qui as quand même un t-shirt Symbiote for Life chez toi, toi qui as Venom tatoué sur... J'ai le sweatshirt, tu sais, Venom, Carnage, tu sais. Oui, je sais. Cette saloperie. Le raté de Célio. Mais il est collector maintenant. Bah, il est collector. Donc c'est pour ceux qui ne savent pas, Célio avait imprimé en fait un sweat avec une image de Venom et il y avait marqué Carnage en dessous. Voilà. Du coup, si vous voulez des consultants, on est preneurs. Hein. C'est ça. Mais ce qui est trop ouf, c'est que normalement c'est validé, tous les trucs faits avec Marvel, Disney, machin, ça doit être validé
en amont, et du coup il y a quand même quelqu'un qui a été très 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 peu attentif chez eux pour laisser passer ça, quoi. C'est assez incompréhensible. Enfin bref, tout ça pour dire que on va avoir droit à un nouvel event autour de Carnage, un crossover en fait qui va se faire entre la série Carnage de Ramvé et la nouvelle série à Miles Morales Spider-Man de Cody Ziegler, si je me rappelle bien. Oui, tout à fait. Et donc ça s'appelle Carnage Reigns. Et donc ça commencera par le sempiternel one-shot Carnage Reigns Alpha. Et ensuite il y aura donc sur plusieurs numéros les séries Miles Morales et Carnage qui seront entremêlés dans cette intrigue. Et Corentin, il est vraiment trop heureux, quoi, parce que ça fait pas du tout après Absolute Carnage, après Extreme Carnage, la série Carnage, Venom, Maximum Venomverse qui ont annoncé aussi, le Summer of Symbiote. Voilà. Oh là là, qu'est-ce qu'on kiffe les copains, il y a trop de symbiotes partout. En plus c'est cool les symbiotes. Ouais. Moi je suis enfant des années 90, je peux dire que les symbiotes c'est cool. Hein. À l'époque tout le monde était en mode genre ouais, c'est un symbiote, c'est incroyable et tout. Et Miles Morales aussi. Genre le pauvre Miles Morales, il prend cher aussi quand même avec les What If Miles Morales, avec la saga des clones de Miles Morales. Ouais, bah tout le run de Saladin Ahmed en fait qui était quand même bien naze. Ouais. Ce serait peut-être, enfin, je pense que Nick-Lo a des marottes et qu'il n'arrive pas à s'empêcher en fait de faire ça régulièrement. Là, il y a pas Gwen. Déjà, c'est bien, tu vois, on peut laisser Gwen tranquille. Il y a pas de multivers non plus. C'est déjà ça. Mais enfin, il y aura un multivers avec Maximum Venomverse. T'auras tous les Venom de Terre parallèle et tout, c'est génial. Ils ont fait un Spider-Verse avec Venom maintenant. Mais il y a déjà eu Venomverse, hein, techniquement. Oui, mais Venomverse, c'était pas Venom, ça c'était pas un multivers de Venom. Là, pour le coup, c'est vraiment Spider-Verse avec, tu auras un Venom Samouraï. Tu vas avoir un Venom Soldat, c'est sûr. Tu vas avoir tous les Venom Barbare, Venom Viking, Venom Cowboy, voilà, tu vas avoir tous les Venom de la Terre. T'imagines, il y aura un Venom qui fait des podcasts et tout. Ouais. Qui rêve de bite géante. Imagine en fait, Arnaud, tu as le symbiote en toi. Il fait des podcasts sur des comics avec des gens tout à fait normaux sans super pouvoir dedans, tu vois. Du coup, ça a peu d'intérêt. Je sais pas. Ne sois pas scénariste. Peut-être que dans cet univers-là, c'est super intéressant, justement, des gens qui n'ont pas de super pouvoir. C'est le Venom Slice of Life. C'est ça. Tu vois. Donc, donc c'est chiant. Parce que déjà, en plus, ça arrive juste avant Summer of Symbiote, dont tout le monde se fout. Enfin, faut quand même qu'on arrête aussi de se mentir. Les gens, ils sont rincés des symbiotes. Et à raison, je veux dire, la proposition elle-même, elle est pas saisissante. Enfin, je mets au défi le moins de lecteur Marvel normal, pas le gros acharné, etc., de me citer plus de 4 symbiotes au-delà de Venom, Toxin, Carnage et Scream, tu vois. Enfin, c'est déjà beaucoup. Scream, personnage avec zéro intérêt. Venom lui-même, mais c'est n'importe quoi la série actuellement de Venom. C'est n'importe quoi. C'est censé être un dieu cosmique qui est dans une sorte de Valhalla, des King in Black, qui est juste un rajout sur l'idée de Nick Cage qui était intéressante. Et là, maintenant, on dit qu'il y en a 40 000 depuis le début des temps. Avec un adversaire cosmique, qui a un plan machiavélique et tout. Tu dis, qu'est-ce que c'est que ça? Carnage à côté, c'est même plus Cletus Cassidy. Là, quand même, faut lire le résumé du truc. C'est que là, en fait, du coup, le vrai Cletus Cassidy, son âme est coincée dans une armure qui avait été créée pour le King in Black, et qui va utiliser l'énergie extrémiste de Iron Man pour péter des gueules, et qui revient en mode berserker et tout. Tu te dis, mais qu'est-ce que vous racontez? Enfin, on dirait vraiment les années 90, encore une fois, mais mauvaise période, quand en fait tous les concepts se mélangeaient, et le but c'était juste d'avoir de la grosse baston et de vendre plein de numéros et plein de couvertures, etc. Là, il y aura des tie-ins, hein, c'est quasiment sûr et certain. Miles Morales, franchement, qu'on lui foute un peu la paix, quoi. C'est que là, ça va quand même l'embarquer dans un truc de 4 numéros, encore en bloqué. C'est un personnage qui a perdu beaucoup depuis la fin de l'univers Ultimate, où personne sait vraiment quoi inventer depuis que Bendis est parti, et qu'en fait, c'est juste une extension de Spider-Man sur une terre où il y a déjà un Spider-Man, une Spider-Gwen, un clone, un autre clone. Enfin, c'est beaucoup quand même, tu vois. À la fin, c'est fatigant, c'est usant. Et honnêtement, cette ligne arachnéenne, je crois, si on fait la liste de tout ce qui a été annoncé depuis 1 an ou 2, le procès de Peter Parker qui tombe du ciel, le Gwenverse, les What If Miles Morales, le retour, non plus ne plus savoir qu'en faire, de Peter Parker après son coma de quelques mois, qui était juste la pire pirouette éditoriale de la vie. C'est fatigant. En vrai, Spider-Man, je trouve, c'est en train de se bouffer lui-même. La franchise pourrit sur place, personne ne contrôle l'éditorial, tout est validé, vraiment toutes les idées sont validées, la pire comme la plus intéressante. On s'y paume, et en plus là, comme en année arachnéenne avec Spider-Verse, il rajoute aussi du 2099, il rajoute de tout. Ça c'est chiant à la fin, quoi. Moi je n'arrive plus à ne pas en fait hausser les épaules en mode c'est bon, Spider-Man, on verra dans 5 ans quand il y en aura un qui aura pris sa retraite. Et d'ici là, je vais juste ne rien lire, parce que qu'est-ce que tu veux te t'imposer
par juste devoir de panurgisme et de fidélité envers un héros que t'aimes bien, de taper ces machins-là, quoi. Enfin, c'est désespérant. Voilà. C'était beau. Non, mais je pourrais dire la même chose de Batman à un moment donné, tu vois. Quand il y avait la période, non, mais quand il y avait la période Tynion Forge au War et qui chiait du Batman dans tous les sens en mini-série, etc. Mais on avait quand même des bons projets à côté. Là, en Spider-Man, enfin, Zeb Wells, c'est pas fascinant non plus, on peut se le dire, c'est du mainstream, à la limite, c'est sympathique. Mais même Go Spider, Miles Morales, c'est nul. Et qu'est-ce qu'il y a de bien à lire en ce moment avec l'araignée, quoi? Très honnêtement, je ne sais pas. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me conseiller des lectures parce que j'aime bien Spider-Man, j'aimerais bien en relire de temps en temps. Spider-Punk, c'était pas honteux, le dessin était beau, mais bon, c'est un peu cynique, quoi, de lire du Spider-Punk. Oui. Tu vois, par définition, bien sûr. Le concept s'annule tout seul. Mais le truc, c'est qu'avec Spider-Verse, de toute façon, avec les projets multimédia qui se développent, tu peux être sûr que t'auras encore, et tant que Nick Lowe sera en poste, parce qu'à priori, c'est quand même lui le responsable de tout ça. Mais tu sens, parce que lui, ça fait des années, ça fait 30 ans qu'il est en poste, en fait, et tu sens que, à un moment, tu fatigues aussi. Les éditeurs, faut peut-être les changer d'endroit à un moment, je sais pas, pour qu'ils se renouvellent, pour qu'ils aient d'autres idées, mettre des gens. Bah oui, mais tant qu'il fait du blé. Ouais, c'est sûr. Et il fait du blé, hein. Ah, ça, pour faire du blé, il fait du blé. On l'appelle choc à pic dans le métier, d'ailleurs. Exactement. Parce qu'il c'est fort en chocolat. Ça n'a aucun sens. Allez, Corentin, on en a terminé pour la partie comics. On passe du côté des adaptations avec une nouvelle ultra surprenante pour démarrer la partie télévisée, parce que la série animée Hitmonkey a été renouvelée pour une saison 2 par Hulu. Tu l'as mis dans le programme, ça, du coup. Ouais. Bah, c'est quand même ouf. Ah, c'est taré, c'est complètement fou. On va vous refaire, du coup, le point historique. Donc, il y a 2 ans, la Hulu, donc, était à l'époque, qui faisait partie du groupe Disney, parce que Disney avait racheté les parts de Viacom, je crois. S'était dit, écoute, ce serait intéressant qu'on reproduise ce qui avait été fait avec Netflix et Marvel Television, donc l'association entre une plateforme de streaming et Marvel Television, pour des personnages qui, a priori, n'allaient pas aller vers le cinéma, en faisant un groupe de 4 séries. Donc c'était vraiment l'exact même réplica du plan des Defenders. Donc les Defenders, 4 séries avec des héros street que Kevin Feige ne comptait pas utiliser et qui ont eu droit à leur petit univers partagé à elle. Sauf que Hulu, qui aime bien l'animation, il le prouve assez régulièrement. Là, ils ont sorti Koala Man, là, récemment, la série de Justin Roiland, qui est sortie juste avant les affaires sur Justin Roiland. Le bon timing. Elle va durer très longtemps. Et du coup, c'était dit, on va faire une sorte de parodie un peu satirique des Defenders, on va appeler Offenders. Ce sera 4 séries pour adultes, à la Rick et Morty, à la BoJack Horseman, à la Simpson et compagnie. Bon, manque de bol, après ça, manque de bol. Bob Iger a décidé que Kevin Feige avait mérité ses galons de président de Marvel en général, et lui a mis sous sa casquette tout le groupe Marvel Entertainment avec un seul président. Et en parallèle de ça, a beaucoup écarté Isaac Perlmutter, qui était un peu le président historique depuis le rachat par Toy Biz. Kevin Feige étant Kevin Feige, ne supportant pas la contradiction ou les visions parallèles, a dit non, Marvel Television, on arrête parce que c'est plus logique de centraliser tout sur Disney+, qui est en train de se monter à ce moment-là, avec moi qui décide ce qui est valide et canon ou pas. Donc vos conneries, on arrête. En plus, Howard the Duck, il est dans l'univers cinéma, donc ça sert à rien de faire une série télé. Et puis, Dazzler et Tigra, voilà. Donc ces séries-là ont été annulées et ont été poursuivies dans le secret, MODOK et Hitmonkey, parce que Hitmonkey, effectivement, je vois pas où est-ce qu'il pourrait caler Hitmonkey, qui est quand même un singe qui se fait pote avec un tueur à gages mourant et qui décide d'aller venger son pote tueur à gages mourant en lui prenant ses armes, ses lunettes de soleil et son costume 3 pièces. Donc effectivement, voilà, c'est pas un truc qui est très ciné-compatible. Et MODOK, où on avait eu droit à une première saison en stop motion par les équipes de Robot Chicken. Donc, dès que la saison 1 était sortie, on s'était dit, bon, c'est parce que c'était trop tard pour l'annuler, mais ils vont finir par le faire. Et en plus, il y a MODOK dans Ant-Man and the Wasp Quantumania, donc évidemment, faut pas quand même que les gens ils se posent la question de qu'est-ce qui est canonique ou pas, parce que ce serait quand même, parce que les gens ils sont cons, tu vois. Ils voient une série animée en stop motion sans aucun lien avec l'univers Marvel Studios, ils pourraient très bien confondre avec le personnage unique qui apparaît dans le Quantum Realm et qui a pas du tout la même gueule. Ça quand même, tu vois, les gens sont stupides. Donc du coup, on a annulé la série MODOK et on a chié sur le travail des mecs qui l'avaient développé. Et Hitmonkey, comme a priori pour l'instant il n'y a pas de saison, d'apparition au cinéma, Kevin Feige a dit bon, je ne suis pas un dictateur. Celle-là, vous pouvez la voir quand même, parce que de toute façon, on s'en branle, il y a limite aucun lien avec l'univers Marvel, ou en tout cas aucun lien suffisamment marqué
Par contre, comme je suis quand même un tout petit peu un dictateur, vous allez me virer le Marvels dans le titre. Parce qu'avant, c'était Marvels Hitmonkey. Et comme Hellstrom, ils ont dit, non, nous, on se mélange pas à ça. Et quand même le pire manque de respect de la Terre. C'est un comics Marvel, hein, Hitmonkey, quand même. Et là, ils ont dit, non, c'est pas Marvel, c'est Hulu. Et ils ont renouvelé le truc pour une saison 2. Alors, très honnêtement, moi, j'ai vu que le pilote de la 1. Ça m'avait l'air bien animé, fan d'art et bien action comme il faut. Je me rends pas trop compte à quel point c'est une bonne série ou pas sur cette seule expérience. On peut trouver ça, en fait, c'est limite ni une bonne ni une mauvaise nouvelle, c'est surtout étonnant qu'il y ait ce produit comme ça un peu non-sensique qui évolue en parallèle de toutes ces annulations, parce que c'est pareil, Dazzler et Tagra, je vois pas comment Feige aurait pu les placer dans un avenir proche, il aurait pu au moins laisser la chance à une première saison. Bon, MODOK et Howard the Duck, c'est un peu des restas dans ce catalogue très à la marge des personnages absurdes et bizarres. Mais bon, Hitmonkey, ça fait de mal à personne, tout le monde est content que ça existe. Au moins pour la contestation, tu vois, pour se dire, on peut faire de l'animation en dehors de Marvel Studios, etc. Mais comme Marvel Television n'existe plus, ce sera 20th Century Television qui va gérer le produit maintenant. D'accord, ouais. Donc à voir, je sais pas, ce serait peut-être intéressant qu'on rattrape la saison pour en parler. Oui, plus en profondeur. avec MODOK, faire un doublé MODOK Hitmonkey. Ouais. Surtout qu'après Quantumania, il y aura besoin de redonner un petit peu de noblesse au pauvre MODOK, je crois. J'ai pas encore vu. Ouais, on en reparlera bientôt, t'inquiète pas. Corentin, Amazon Studios qui rempile sur les adaptations de comics avec 3 projets qui ont été annoncés en l'espace de 10 jours. Criminal, déjà, quand même. Putain, quand même. De Brubaker et Sean Phillips, avec Brubaker en showrunner. Witches en série animée avec cool Jock aussi. en consultant artistique, en directeur artistique. Et donc Butterfly. Et Scott Snyder en scénariste du pilote. Ouais, scénariste du pilote, effectivement. Et Butterfly, donc il y a un projet moins en vue dans les sphères des comics indés, avec Marguerite Bennett notamment dessus, quoi. Mais alors. Oui, Ara Chamel qui était scénariste, qui est scénariste de cinéma, qui avait écrit un script pour le cinéma qui n'avait pas été retenu, adapté en BD par Marguerite Bennett et cet artiste qui ressemble beaucoup à Jock, dont le trait ressemble beaucoup à Jock, ça a quasiment aucun intérêt au sens grande saga cosmique. Non, c'est le truc, il fait les couvertures. Oui, pardon. Mais merde, bref, peu importe. Ça m'obsédait, ça y est, voilà. Donc bref, ça c'est vraiment une série en 4 numéros qui était un pitch de cinéma à la base, qui va être transformé en plus, qui aura plus rien à voir avec Antonio Fuso, c'est ça. Qui aura plus rien à voir avec la BD, puisque dans la BD c'est un ancien espion qui abandonne sa fille, se fait passer pour mort et va vivre dans les vignobles du Beaujolais, en France. Et donc c'est une de ces BD où en fait le scénariste doit faire semblant de parler un peu français, sauf qu'en fait il a que Google Trad, et donc les mecs qui parlent français font une faute de phrase, une faute de grammaire par phrase. Et en fait à la fin on s'aperçoit que tous les Français parlent anglais, ce qui est quand même beaucoup plus simple pour rendre les dialogues plus fluides. Donc c'est pas une très grande BD. Ce sera fait en version coréenne avec Daniel Dae Kim de Lost et Hawaii Five-O. En version justement là l'ancien espion va en Corée, donc ce sera une série coréanophone et anglophone pour que Amazon aussi aille exploiter le marché coréen et aussi le marché américain des fans de production coréenne, qui est quand même très important, même en Europe, d'ailleurs on a beaucoup de fans de bateaux aussi d'ailleurs, de fans de production coréenne. Donc ça c'est vraiment juste un petit produit qui fait effectivement juste Amazon qui remplit des cases. Par contre Criminal, c'est fou, c'est taré, ça fait des années tout le monde dit Criminal c'est ultra ciné-compatible, c'est écrit par un fan de cinéma et de séries télévisées, c'est un mec qui bosse pour l'industrie de la série télé depuis quelques années, qui a travaillé sur Westworld notamment, qui a fait sa série avec Nicolas Winding Refn, Too Old to Die Young, et qui, quel univers représente mieux l'écriture de Brubaker que Criminal, c'est sa série fleuve, sa série phare, son anthologie, c'est là qu'il a infusé toutes ses thématiques personnelles, sa vie privée aussi, quelque part. Donc ouais, c'est un truc qui en plus peut être très bien fait en anthologie à la Fargo, genre un arc, une saison et on change de point de vue, etc., avec une évolution entre présent, une période passée, une période future. Tu vois, tu peux très bien, parce qu'il y a vraiment une continuité, tu vois. Là actuellement on en est au point où alors le dernier volume dans la chronologie c'est My Heroes, puisque ça, je pas spoiler merde, mais voilà, c'est le dernier volume dans la chronologie. Le plus ancien ça doit être du coup On était cruel. On était cruel, non, c'est celui qui fait le pont. C'est le Star Wars 3, on était cruel. Mais ça doit être Bad Time, Bad Place, je pense. Mais donc, on a vraiment, toute cette espèce de ligne qui est, pour un scénariste, pour un showrunner, le plan est écrit, la fresque chronologique, elle est écrite. Le style de Sean Phillips fait qu'en plus, c'est facile de trouver des acteurs qui ont des gueules, pour coller au rôle. Oui, et puis il faut juste soigner la photo, les éclairages, et puis voilà, la photo. En fait, c'est déjà des pilotes de séries télé. Le moindre arc de Criminal est déjà un film qui est déjà écrit pour ça, avec des structures de scénario très
très américaine, très classique, c'est ultra facile à adapter. Et comme c'est le créateur original qui est aux commandes, banco, enfin, allons-y, go, frère, allez, bam, bam, c'est la revanche, justement, après, cette fait un peu sucrée. Too Old to Die Young par Refn, parce que Too Old to Die Young, il y a des morceaux de Criminal dedans, hein, vraiment, c'est l'écriture criminelle, sauf que c'est la réal de Refn. Ouais. Avec ses lenteurs, ses dialogues qui mettent 4 secondes à se répondre, genre, ça va? Oui. Oui. Et toi? Ça va. Voilà, regardez la série si vous voulez, mais soyez bien réveillés, parce que sinon vous vous endormez en 30 secondes, c'est le meilleur soporifique. T'imagines, on fera un podcast First Print, mais par Refn. Bonjour Corentin. Ça me paraît une bonne idée, Arnaud. Alors... avec la musique de Clip Martinez qui démarre en fond. On va faire une première news comics. Vous croyez qu'on exagère vraiment? Regardez la série. Il y a vraiment des fois où tu te demandes si le réel dit pas avec un porte-voix non, réponds pas tout de suite. Ouais, ça. Attends encore, attends. Maintenant. Vas-y. Mais donc voilà, c'est super, c'est incroyable, c'est génial. Et Witches, bah ouais. Là, dans des très bons projets, vous savez ce que je pense, ce que Snyder, etc. Là, c'est vraiment l'un de ces très bons projets. En plus, avec Jock, on pouvait se poser la question parce qu'une série live, ça paraissait logique dans le sens où l'horreur est vivante en série télévisée. Et où c'est un de design plutôt réaliste, tu vois, c'est pas un truc fantasmagorique et tout. Mais en vrai, on aurait perdu le coup de crayon de Jock, qui est quand même l'une des principales forces de Witches, avec cette espèce de grain photographique, alors c'est un nom, tu sais, quand la photo justement sature à cause d'un lens flare et tout, qui est vraiment en fait l'ADN de Witches dans la colo, qui est extraordinaire, et qui s'inspire justement du fait que quand il était gamin, Snyder, en Pennsylvanie, partait en forêt, prenait des arbres en photo, et du coup ça faisait ce grain de pellicule un peu Polaroid qui était assez joli. Donc là, voilà, série animée après quand même 9 ans. 9 ans après. C'est 2014, hein, c'est 2014. Un film, même à un moment donné, ils en parlaient, avec Plan B Entertainment, la boîte de Brad Pitt, qui avait optionné très très tôt le projet. Après, voilà, Snyder a dit chaque année, oui, ça revient, oui, on va faire un volume 2. Bon, il y a eu le Bad Egg Special en FCBD, je crois, ou un Halloween Special, je sais plus. Même il avait dit que pour Halloween dernier, il y aura une suite à Witches qui n'est pas arrivée. Donc je pense qu'elle va arriver cette année, voilà. Mais qu'en fait ils attendaient le déblocage. Exactement, de ils l'ont poussé pour se synchroniser sur le truc. C'est sûr. Et en série animée avec Jock au concept art, enfin en consultant artistique et Snyder à l'écriture, bah encore une fois, non seulement l'argent va aller aux bonnes personnes, mais ils garderont la main sur le projet. Enfin, faut l'espérer, mais ouais. Et moi justement, qui suis un peu fatigué de ce côté Snyder qui balance 40 000 univers, plus ou moins bien inspiré, et clairement parce qu'il a envie de placer des billes dans les studios. Là, ce projet qui est un peu son premier truc d'adaptation, à l'époque où on parlait aussi un peu d'American Vampire, mais ça, je pense que ça finira par se faire pas tout de suite. Ça me fait grave plaisir pour eux, en fait. Tu vois. Et honnêtement, c'est une bonne BD qui est éditée chez Urban Comics, lisez-la, c'est super bien et tout. Et c'est vraiment très beau. Et moi, j'aimerais bien maintenant la suite. Il y a un petit côté de Chilling Adventures of Sabrina, si tu vois, l'horror forestière, le folk horror, comme tu dis, tu vois, qui rend bien. Et c'est l'un des trucs sur lesquels Snyder est vraiment bon. Quand il va pas en SF, ou nous parler des documentaires qu'il a vu le midi pendant sa pause repas et qu'il s'est dit putain, ça ferait une bonne BD ça en fait, sur les incendies ou sur les requins et tout. Là, on est vraiment sur un Snyder qui fait ce qu'il fait de mieux avec les influences Stephen King et tout. Donc go, merci Amazon. Je dis rarement merci Amazon, mais là merci Amazon d'avoir au moins débloqué ce truc-là qui traîne quand même depuis bientôt 10 piges. Après, on verra bien si ça aboutira, parce que vous le savez aussi, les optionnages et les mises en développement de séries pour la télévision ne se traduisent pas à 100% par des séries en bonne et due forme, donc faut toujours rester un petit peu méfiant là-dessus. Mais à voir, effectivement, en tout cas, c'est des beaux projets. En tout cas, il y en a 2 sur les 3 qui sont vraiment au potentiel incroyable. Mais ce sera surtout, effectivement, l'occasion de vous rappeler de dire que Criminal, il y a 2 intégrales disponibles chez Delcourt, là, en ce moment, qui ont été rééditées et qui sont super. Et, Witches, c'est un tome disponible chez Urban Comics. Et, lisez, si vous pouvez le faire. Et sinon, prenez-les en VO également. Corentin, toujours chez Amazon, d'ailleurs. Mais c'est du côté mainstream. C'est une série Spider-Man noir qui est en développement aussi. Surprise, ce sera pas un Peter Parker. Ça va vraiment reprendre le principe donc de Spider-Man noir qui était inventé en 2009 par David Hines, Fabrice Sapolsky et Carmine Di Giandomenico. Carmine, ça se dit en anglais, tu dis Carmine. Ouais, je sais, mais c'est Carmine. Carmine Di Giandomenico. Voilà. Et c'était pour le design du costume, j'ai plus le nom de la personne, c'était Jujovic, un truc comme ça. Djurdjevic. Marco Djurdjevic. Voilà. Probablement.
Donc, réinvention à l'époque de la Grande Dépression de Spider-Man qui peine à payer son loyer et en fait dont l'oncle Ben, pardon, putain, j'allais dire l'oncle Parker. Non, l'oncle Ben. Enfin, l'oncle Ben Parker. Comme se fait en fait dévorer par le vautour qui est réinventé aussi comme un être absolument dégueulasse. Donc, une version très sombre, très noire, forcément, qui reprend les codes du polar et du roman noir, justement, à la James Ellroy. À la The Shadow aussi. À la The Shadow, effectivement, dans cette iconographie pulp. Donc, c'était la ligne Marvel noire qui n'existe plus maintenant, mais qui a quand même eu droit à quelques trucs plutôt sympathiques. Daredevil était très bien. À l'époque, ouais. Deadpool pulp était sympa aussi. Et le personnage de Spider-Man noir qui était réintégré par la suite dans les Spider-Verseries et qui a notamment eu droit à un petit regain de popularité en 2018 avec le film Spider-Man Into the Spider-Verse qui a donné aussi lieu à une nouvelle mini-série de Margaret Stoll et Juan Ferreira qu'on avait. Qui n'était pas le héros de la même continuité. C'est ça. Et donc là, en fait, par contre, ils annoncent donc effectivement un Spider-Man noir, donc dans les années 30, baroudeur, enfin qui a déjà de l'expérience et tout ça, qui a priori va casser des gueules avec ses petits poings et parfois avec ses toiles d'araignée, mais surtout, ce sera pas Peter Parker, ce sera un autre Spider-Man noir puisque Ben Reilly. Ouais, peut-être, ouais, ça se trouve, il pourrait faire le clin d'œil comme ça, mais je pense pas qu'ils iront dans cette direction non plus, mais parce que Peter Parker est toujours réservé par Marvel Studios au cinéma, mais c'est donc aussi voilà, bête que ça. Ouais, c'est juste ça, mais techniquement, c'est le deuxième projet en série télé d'univers Spider qui est en développement avec dans ce cadre donc entre Sony et Amazon. Puisqu'il y a aussi la série Silk Spider Society qui doit voir le jour. Ça veut dire que ça y est, Sony fait des protagonistes et plus juste des vilains. Enfin, fait des héros et héroïnes plutôt que des vilains. Mais toujours sans Peter Parker. En fait, c'est leur... enfin, ouais, non, mais du coup, c'est leur argument, en fait. C'est non, enfin, un univers sans Peter Parker. Spider-Verse, voilà, toujours ouais. Spider-Man-Verse, du coup. Mais en même temps, c'est ce qu'on avait dit. Rappelle-toi, les premiers podcasts qu'on faisait ensemble où on parlait justement des grands plans de Sony avec tous les films sur les méchants et tout. Et moi, je disais, mais attends, mais vous vous rendez bien compte qu'il va y avoir un problème soit d'éthique, soit de moralité, soit de vide, dans la mesure où, en fait, beaucoup de vilains sont générés par le héros ou ont le héros comme motif. Pourquoi vous ne prenez pas Silk, qui est justement un personnage qui était justement dès le début dans la chronologie de Peter Parker, qui piquait juste après lui, qui a les mêmes pouvoirs que lui, blablabla. Et finalement, ils ont fini par le faire, donc c'est cool. Bon, c'est en série télé, c'est un peu curieux en l'occurrence. Pour Spider-Man Noir, je trouve ça limite mieux de le faire en série télé, parce que déjà, il y a une existence des séries un peu nostalgiques comme ça, ou dans des décors un peu passéistes, depuis Mad Men, par exemple, ou Masters of Sex, ou The Hour, ou toutes ces séries-là qui, en fait, se passent dans le passé. Et en fait, c'est facile de reconstituer une New York au passé si on a envie de se donner les moyens de le faire. Ça peut amener sur la table de nouveaux imaginaires. Je veux dire, effectivement, l'univers de Spider-Man noir, c'est le Shadow, c'est l'époque où l'Orient et l'exil africain amenaient sur la table des thèmes comme la malédiction des pharaons, les explorateurs, les héros qui étaient générés par les momies, etc. Enfin, c'est aussi l'époque du Blue Beetle, c'est aussi l'époque j'ai l'air du Green Hornet qui n'a pas grand chose à voir avec cette mythologie-là, mais qui est aussi, pareil, un héros masqué, pulp et tout. Donc, moi, c'est un imaginaire que j'aime énormément. Je trouve ça dommage qu'il n'ait pas été ramené plus tôt par le cinéma, parce que le film The Shadow, par exemple, est nul. Le film Green Hornet de Michel Gondry était nul. Et d'une manière générale, en fait, tout ce qui a été entrepris comme pour Doc Savage et tout a été tué dans l'œuf. Donc, en fait, on n'a jamais eu, même le Rocketeer, genre le film était bien, le premier film de Joe Johnston était bien. Tout ce qui a été fait depuis pour essayer de le ramener a été tué dans l'œuf à chaque fois. Donc c'est quand même con parce que c'est un bout entier de l'imaginaire qui existe. Je sais pas pourquoi on pourrait ramener les synthés des années 80 et les jeans à l'envers et tout, et pourquoi on pourrait pas ramener les imperméables, les chapeaux, les mitrailleuses Thompson, les cigares, les coups de saxophone. Si vous avez reconnu ce générique, vous êtes des vrais. Mais du coup, ouais, carrément, moi je veux un bon Peter Parker, Spider-Man noir, limite plus âgé que, enfin, je veux un bon Ben Reilly, ce que tu veux, Spider-Man noir, limite plus âgé justement que la figure de Parker habituelle, un mec aurait baroudé un peu comme Nick Cage dans Spider-Verse, qui aurait ce côté plus vieillissant et tout. Il y a plein de profils auxquels je pourrais penser, mais voilà, on le veut à un bar de Harlem sous la nuit tombante et la pluie battante sur les carreaux, avec un verre de whisky en pensant à Mary Jane, très petite assassinée dans les rues. Noir comme les pupilles de sa prostituée junkie que n'a pas pu sauver de l'enfer qui était sa vie.
T'avais vu le sketch des Cassos avec Inspecteur Gadget en mode justement ah ouais, en mode film noir, machin. Non, j'ai pas vu. Mais donc ouais, bon gros kiff aussi. Si c'est bien, c'est pas Marilyn, elle s'appelait Gwen. Oui, c'est vrai. J'ai pas pu la sauver. Tomber d'un pont. Depuis, ma vie est un enfer. Ouais. Son visage hante le moindre carrefour. Mais donc ouais, grave. Et espérons que ce sera bien. Ouais, c'est ça. C'est quand même la première priorité. C'est ça. Du coup, ouais, je pars à la recherche de son tortionnaire. Un homme qu'on surnomme le bouffon vert. À cause de son imperméable. Allez, Corentin. Il est maquillé avec la famille Osborne. C'est un racaille de la 47e. J'ai grandi avec le fils Harry. Petite frappe. On a frôlé la communale tous les deux. Allez Corentin, on continue du côté du cinéma, le film Face. On a des nouvelles du film Face. Oui, ce film donc qui se situe dans l'univers Valiant, Face Herbert, qui est donc une psiotique capable de voler, de faire léviter les autres à côté d'elle, qui est caractéristiquement parlant en fait la seule réelle super-héroïne dans l'univers Valiant, parce que en général dans l'univers Valiant c'est des soldats, c'est des ninjas, des espions, des militaires. Et en fait c'est une meuf qui est fan de pop culture et de super-héros, et donc qui veut être vraiment une super-héroïne, qui se fait du coup appeler Zephyr dans son pseudo, et qui est d'ailleurs journaliste comme un certain Clark Kent. Donc vraiment les éléments du super-héros classique, et surtout Face qui donc n'a pas un physique d'héroïne de comics habituelle, puisque elle est grosse tout simplement. Et donc c'est un projet qui était c'est pas un gros mot, plus sized. mais c'est pas un gros mot, je sais pas comment on le dit, mais je dis pas ça comme un gros mot, donc voilà, mais ça reste elle a des kilos en trop. Elle est un peu enveloppée comme Obélix, elle est un peu enveloppée. Mais voilà, parce que dire en trop par rapport à qui, par rapport à la norme, tu vois, c'est vrai, c'est toujours très chiant de dire ça. Ne dites plus kilos en trop. Et donc, qu'est-ce que je vais dire? Mais donc voilà, c'est un projet qui est en développement depuis 2018-2019 chez Sony Pictures, et bien entendu Sony Pictures qui a fait Bloodshot et qui a perdu le film Harbinger qui est passé chez Paramount, même si on n'a plus de nouvelles non plus de ce film-là. Et donc le film est de nouveau en développement, mais chez Paramount également. Et pourquoi pas, peut-être une certaine logique, puisque techniquement Face peut apparaître aussi dans un film Harbinger qui explique comment Peter Stanchek, qui est le plus puissant des psiotiques, mène une révolution de jeunes face à Toyo Harada, qui est l'autre psiotique le plus puissant du monde, qui veut amener la Terre d'une façon totalitaire, on va dire. Donc pour Face par contre, c'est plutôt léger en général dans la tonalité du film, et donc le film avance avec une scénariste qui est recrutée. Et donc on pourrait se dire chouette, enfin des nouvelles, enfin le film avance et tout ça, sauf que la scénariste en question, eh bien elle s'appelle comment elle s'appelle? Elle s'appelle Emily Carmichael, et sur son CV on a les scénarios des films Pacific Rim Uprising et Jurassic World Dominion. Trop bien. Donc c'est quand même pas ouf. Non. Non, franchement c'est dur. Tu m'aimes la merde. Franchement c'est dur de dire le film il avance enfin, ça fait 4 ans qu'on en avait pas entendu parler. Tu dis qu'il est de nouveau en mouvement. Non mais il avance pas. Et en vrai il avance pas. Il a une scénariste. Mais ils lui ont commandé un traitement pour voir si on pouvait sauver les meubles ou quoi, mais combien de films ont eu des réécritures de réécritures? Là, il est encore en... là, il est juste écrit. Il a pas encore été écrit, en fait, je pense. Il y a forcément eu un traitement, sinon on l'aurait pas mis en production, tu vois. Ouais. Ou alors un truc de 8 pages, tu vois, classique. Moi, honnêtement, tu as noté les paris kebables les plus récents? Non, j'avoue, non. Il faudrait j'aurais écouté les front page. Paris kebab que ce film ne se fera pas. Non, mais, moi, j'arrête pas de le dire, hein, Valiant, ils avaient tous les moyens du monde pour aller justement topper Marvel Studios. Quand tu vois The Boys qui sort, et bon, c'est pas une série incroyable, c'est une bonne série, les gens ils se disent c'est cool, des super-héros un peu action, un peu sérieux, un peu violent et tout. Mais Valiant, ils avaient les moyens de faire ça il y a 10 ans. Ils avaient les moyens en fait d'aller justement ramener les trucs plus paramilitaires, limite d'aller taper dans les options plus américaines, avec un catalogue de personnages qui est là, des héros et héroïnes qui sont variés, qui ont une vraie histoire, un propos politique, un côté RDSF et tout. Et finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le film Bloodshot avec Vin Diesel. Je sais pas qui est aux commandes du truc, mais manifestement, il en a rien à foutre. Et désolé de le dire, mais ce serait bien, mais à mon avis, ça va pas se faire. Non, effectivement. C'est tout bête, hein. Mais rappelle-toi, le film Bloodshot, jusqu'à la fin, on s'était dit en mode genre, ça va peut-être pas être si mal. Ça va peut-être être juste un actionneur un peu, voilà. Au final, c'était même pas généreux, c'était même pas beau, c'était éclaté, quoi.
Alors, c'était de la merde. On peut le dire maintenant. Donc, du coup, voilà, après, je pense que la seule solution pour que ça marche serait de faire justement une série sur une plateforme qui aurait fin de super-héros. Et commencer par les Harbinger direct parce qu'il y a ce côté adolescent. Soap adolescent que tu pourrais vendre comme la base du truc. Mais Faith elle-même, le concept pourrait marcher si justement il n'y en avait pas des trucs comme Marvel Studios à côté qui font déjà la case du côté un peu cool, un peu pop, etc. Puis ils ont fait Miss Marvel déjà sur le côté fan de super-héros dans un univers de super-héros. Donc après, moi, si ça sort et que ça marche et que c'est bien, je serai le premier ravi, mais surtout le premier surpris parce que, à mon avis, Valiant, c'est trop tard, quoi. Ils ont loupé le coche. Ouais. Très bien. Corentin, une restructuration dont on avait un petit peu parlé chez Disney, avec le retour de Bob Iger pour remplacer Bob Chapek qui s'est fait virer Manu Militari. Et donc, ça avait été annoncé qu'ils allaient se regrouper, se restructurer, puisque le modèle qu'avait mis Chapek, en fait, ne satisfait pas Iger. Donc 7000 emplois qui sont supprimés. Mais le truc qui m'a le plus intéressé dans cette actualité, c'est la façon en fait dont il veut en fait remettre dans un même département en fait les personnes responsables de la création des contenus et de leur distribution, parce qu'avant c'était en fait deux divisions qui étaient séparées. Et en fait ce qu'ils expliquaient, c'est qu'a priori les personnes qui étaient à la création se sentaient un peu micromanagées par les gens justement de la distribution, où on était vraiment dans l'imagerie assez classique des mecs en costard cravate qui connaissent rien en fait aux personnages ou aux histoires et tout ça, et qui viennent en fait foutre la merde dans des projets créatifs parce que eux, leur seul intérêt c'est de faire de la thune. Et donc en fait ce que Chapek veut faire, c'est redonner en fait du pouvoir aux personnes qui sont impliquées dans la création, mais en leur mettant des responsabilités aussi sur en fait les résultats financiers de leur produit, enfin des objectifs comme avant. Enfin, ça a toujours été comme ça chez Disney avant que Chapek arrive, hein. Mais qui est une façon plus intéressante enfin je trouve que c'est plus intéressant de donner en fait aux personnes en charge de la création effectivement de pouvoir réfléchir à des options de distribution ou de marketing, puisque c'est quand même les personnes juste qui savent en fait ce qu'il y a dans les œuvres, et le truc qui me dit à rebours aussi, c'est est-ce que ce modèle, cette séparation en deux pôles est pas aussi responsable de la qualité de certains des films Marvel qu'on a vus récemment, parce que, alors encore une fois, tu l'as pas vu alors on enregistre ce podcast, mais on en reparlera de Quantumania, mais pour moi il y a un syndrome en fait quand tu le mets à côte de Thor Love and Thunder. Je me dis, est-ce que c'est pas une question de modèle de production aussi, qui était effectivement celui effectif là dans les années post-Covid et post-Iger? Est-ce qu'il n'y a pas un lien? Faudra pas essayer de... On en reparlera samedi quand je l'aurai vu, mais je pense que t'es dans le vrai sur un truc. Par contre, il y a aussi l'autre chose, c'est qu'aussi Kevin Feige, c'est le seul. Enfin, oui, il y a aussi Nate Moore et Louis Desposito, mais je veux dire, c'est quand même lui le patron, quoi. Et là, ils font trop de produits, à mon avis. Kevin Feige peut pas être à la fois sur les séries télé, sur les films, sur la préparation du futur, sur la gestion de Marvel Entertainment, télévision, enfin, anciennement télévision, etc. Et je pense qu'à mon avis, c'est aussi ça. Mais on pourra faire ce débat, comme on l'avait déjà fait pour Love and Thunder, d'ailleurs. J'ai réécouté le podcast, d'ailleurs. On a fait une très longue partie sur l'utilisation des fonds verts et les DFX et compagnie. C'était super intéressant, j'étais fier de nous. Mais par contre, ce que tu dis, effectivement, on en avait parlé la dernière fois, c'est le fameux DMED, comme ils disent dans les articles de THR, donc le Disney Media Entertainment Distribution, qui était donc une création de Chapek, qui avait nommé donc fameusement Karim Daniel, son bras droit, et son équipe de sbires malsains, qui en fait, les produits de Pixar, de Disney, de Star Wars, de Disney Pictures et compagnie, arrivaient dans ce bureau, et eux ils disaient, alors ça c'est Disney+, ça c'est cinéma, ça c'est Disney Channel, et ça sort pas, c'est de la merde. Et c'est comme ça qu'en fait les mecs ils ont vraiment ça, ils ont piloté à distance et micromanagé justement des tonnes de production, ce qui en fait a écrasé Pixar précisément parce que déjà Chapek est un homophobe notoire, et en fait a censuré des tonnes de propos qui avaient été faits à ce moment-là. Beaucoup des équipes de Pixar étaient extrêmement frustrées pour Soul, pour Luca, tous ces films-là qui en fait avaient des potentiels de sortie au cinéma, et on leur a préféré des trucs comme Buzz Lightyear, qui est un film qui est pas intéressant, enfin demeuré, on peut le dire, c'est pas un mauvais film, mais c'est pas un film intéressant proportionnellement à ce que fait Pixar d'habitude. Là, tu vois aussi les 7000 emplois se conjuguent à l'annonce de produits très automatiques. Tu vois, Toy Story 5, la Reine des Neiges 3. Tu vois, des franchises qui ont déjà marché, dont on sait qu'elles font des milliards de dollars quand elles sortent. On prend aucun risque. On va ramener les gens sur un terrain connu. On va arrêter de se disperser. On va miser sur le rendement immédiat, parce que là, en fait, les pertes de Bob Chapek, à mon avis, elles sont vraiment beaucoup plus importantes que ce qu'on pensait. Disney, qui a du coup sacrifié sa rente
qui était le cinéma. Et je suis quand même content de dire qu'on l'avait dit depuis le début. Ça me fait quand même assez plaisir. Parce que Disney s'est dit, le cinéma, de toute façon, tout le monde s'en détourne. On va le garder pour Star Wars et pour Marvel. Sauf que, y a plus de films Star Wars, pour commencer. Et ça coûte très cher une série Disney plus Star Wars. Quand en plus, après, on sait que, les abonnés ne payent pas un supplément en fonction du budget de la série. Que du coup, en fait, ils ont vraiment vidé les caisses pendant 2 piges. Qu'à côté de ça, il a fallu faire des levées de fonds pendant le Covid pour que l'investissement, le cours de l'action revienne à un bon stade et tout. Et qu'en définitive, Bob Chapek, c'était un mauvais président. Il a juste vidé les caisses, Iger y revient, et du coup, qui c'est qui paye quand le président était mauvais? C'est les employés. Et on fout 7000 personnes au chômage comme ça, parce que un génie s'est dit, sacrifions le truc qui nous a fait bouffer pendant 10 ans. C'est-à-dire les entrées au cinéma. Je trouve ça génial. Triste pour les pauvres 7000 employés qui vont être au chômage dans un marché qui est très concurrentiel, où la centralisation de l'industrie culturelle et créative fait que c'est plus compliqué de rebondir maintenant, et qu'en plus, y a les IA qui poussent à la porte pour te rappeler que ton boulot sera obsolète dans 5 ans, voire moins que ça. Anecdote. Là, récemment, à mon cinéma, il nous écoute pas, donc je peux en parler. Il y a mon patron qui devait introduire une séance avec l'auteur de Gomorrah qui était venu faire un petit speech. Ah, ok. Ouais. Et en fait, il savait pas trop quoi dire. Donc, il a demandé à son assistant de faire écrire un speech sur ChatGPT pour pouvoir aller prendre la parole et avoir rien à préparer. Et apparemment, de ce que m'a dit l'assistant en question, ça se fait de plus en plus pour des mails professionnels ou des prises de parole. Donc, en fait, tu sais, le taf que des mecs comme toi et moi pouvaient avoir avant, justement, de faire des éditoriales ou d'écrire, justement, des introductions, etc. En fait, ça y est, c'est déjà obsolète. Donc, imagine bien, dans le marketing, tous les mecs qui écrivent des communiqués de presse ou quoi, ils sont déjà obsolètes, tu vois. Donc, dans 2, 3, 4 ans, imagine tout ce qui va être remplacé. Ça va être légiféré. Non, mais il va y avoir une légifération. Oui, bien sûr. Les états généraux. Ouais. Bref, on verra bien, mais en tout cas, voilà, c'est horrible. De la même façon que, tu sais, quand Mark Zuckerberg a pris sa décision géniale de foutre des milliards dans Meta, ça a pas marché et qu'il a viré combien? 11 000 personnes? Et qu'il a fait, tu sais, sa petite lettre en mode genre, ma faute, désolé les gars. Et que t'avais je sais plus quel gars qui avait dit, ça c'est un vrai patron, ça, il assume ses erreurs et tout. Il assume que dalle. Il y a 11 000 personnes qui sont foutues à la porte, voilà. Enfin, il fallait juste réfléchir. Il fallait que Bob Iger, en fait, donne des directives claires à Bob Chapek. Bon, après, il a pris le Covid dans la gueule, c'est pas forcément de sa faute non plus. Mais qu'en fait, Bob Iger ne parte pas comme ça, ou sans... Je me demande comment est-ce qu'ils ont choisi ce mec-là ou cette stratégie-là, parce que Disney+, c'était une bonne idée, mais quand tu t'appelles Disney, que tu fais 4 milliards juste sur les Marvel chaque année en box-office, dans quel monde tu te dis que le cinéma n'est plus un secteur de croissance? Enfin, c'est hallucinant. Et là, en plus, justement, ça tombe bien, parce que la Chine a été reconquise. Ils vont pouvoir envoyer leurs films en Chine, refaire beaucoup d'argent. Ils ont pas de grosses sorties, on va dire, de Star Wars à l'horizon, mais a priori, c'est en train de se débloquer. Il y a des Damon Lindelof qui est en discussion, c'est ce que me disait un pote récemment, pour refaire des films Star Wars et compagnie. Et là, voilà, c'est un peu ok, bon, on a fait les couillons. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégraisser. On va optimiser. Et on va ramener la franchise bien tarte aux pommes, bien chausson, pour remplir les comptes en banque, quoi, parce que là, on en a besoin. Donc ouais, c'est un vrai feuilleton, ça aussi. Peut-être que je deviens nostalgique à mesure que le temps passe et que ça fait quand même quelques années qu'on fait ces podcasts, mais t'as vraiment l'impression qu'en fait des mecs très cons comme toi et moi, parce qu'on est quand même très cons, on n'a pas fait des écoles de business et tout, on arrive à anticiper les problèmes plus rapidement que les mecs qui font justement ce métier-là pour vivre. Parce qu'il fait quand même des années que justement qu'on dit que le streaming, tout streaming, c'est une stratégie qui est dangereuse. Et enfin, je veux dire, attends, c'est pas pour nous jeter des fleurs, des tonnes de gens l'ont dit, des analystes, des professionnels et compagnie, on a limite rapporté beaucoup de leurs propos d'ailleurs ici. Mais moi ça commence un peu à m'écœurer. J'ai l'impression d'avoir déjà fait au moins 5 news sur les licenciements chez Disney depuis le rachat de la Fox déjà, tu vois. En 2 ans, il y a dû y avoir au moins 10 000 personnes qui ont perdu leur taf, à coup de fusion, d'acquisition, de plans d'économie et tout. Enfin, c'est quand même c'est un peu inquiétant, moi je trouve tout ça. Voilà, c'est la fin de ce très long monologue qui part un peu dans tous les sens, excusez-moi, mais voilà. Eh bien, on verra bien, de toute façon, ce que ça donnera dans les années à venir, en tout cas d'un point de vue purement créatif, si ça permettra de redresser la barre, parce que, et on en reparlera encore samedi, je suis désolé vraiment de faire du teasing pour le podcast Ant-Man Quantumania, mais je me pose vraiment la question à l'ouverture de la phase 5, en fait, si Marvel Studios va vraiment réussir à retrouver certaines lettres de noblesse, on va dire, parce que je pense qu'il y a quand même un problème de plus en plus sérieux qui se pose d'un point de vue attractivité de leur univers. À la limite, un podcast qui serait thématique, on va dire, qui serait le bilan de la phase 4, ça pourrait être pas inintéressant, parce que moi j'ai aussi, vraiment l'impression qu'autour de mes potes qui sont pas des lecteurs de comics ou mais tu sais qui consommaient Marvel un peu comme un truc un plaisir coupable que tout le monde aimait bien, tu vois, où on s'était chez les personnages et tout, on allait chercher un petit peu la petite pépite dans un film, la réplique qui marchait bien et tout. Là beaucoup m'ont dit quand même la phase 4 compliqué quoi. Compliqué, et même nous, je veux dire, j'ai jamais été aussi énervé moi pendant les podcasts Hawkeye ou Moon Knight, tu vois, alors que
au demeurant, je suis bon public, tu vois. Enfin, il y a plein de films Marvel qui sont pas incroyables, mais que je défends, comme Shang-Chi et tout. Là, quand même, il y a eu des vraies saloperies, quoi. Love and Thunder, en le réécoutant, on était un peu énervé, en vrai. Bah, il est énervant, Love and Thunder. Ouais, c'est, ouais, faible. Allez, Corentin, justement, puisqu'on parlait de Marvel Studios, est-ce que Guardians of the Galaxy Volume 3, ce sera quand même une bonne surprise cette année? Il y a le trailer qui est tombé, un nouveau trailer qui est tombé au cours du Super Bowl, et donc, avec un trailer qui nous montre vraiment le maître de l'évolution, donc le High Evolutionary, qui sera donc le méchant l'antagoniste de ce troisième opus de James Gunn. Il y aura du Adam Warlock aussi. Il y a une ambiance de très funeste, je trouve, qui se dégage du trailer, où clairement on te dit, il y en a, ils vont mourir. Je pense les plans où ils font tous la gueule, ou celui où il porte Star-Lord dans ses bras, tu dis, bon, bah, ok, d'accord. Il y a des morts qui se préparent, clairement. Par contre, je suis désolé, mais visuellement, pour moi, ça a l'air pas beau non plus. Je sais pas si c'est la compression, je ferai la même remarque sur un autre film dont on va parler juste après. Je sais pas si c'est juste la compression YouTube qui devient de plus en plus catastrophique, mais je trouve que ce trailer de Guardians, là, il date pas. On en a parlé. C'est les studios d'effets spéciaux qui sont à flux tendu et qui n'arrivent pas à tenir cette cadence, quoi. Je veux dire, on va en parler effectivement, comme tu dis juste après, mais à mon avis, et c'est là que ça pourrait peut-être que les IA vont sauver le cinéma des effets spéciaux, parce qu'effectivement là les humains n'arrivent plus à tenir la cadence, il y a trop de production, trop de travail, parce que le plan quand ils sont tous les 5 dans des tenues un peu pastel comme ça, un peu Challengers of the Unknown, quoi. Ouais, et le fond derrière là, mais il est abominable, quoi. Il est moche, il est générique en plus, et cette vision de l'espace, j'ai l'impression que même dans la façon dont Gunn montrait l'espace de Marvel Studios et tout, il y a quelque chose qui s'est perdu en cours de route, c'est beaucoup moins coloré, c'est sûr. Ouais, parce que là, le film, je pense, appelle à ça. C'est un film crépusculaire. Et dans le trailer, ils insistent bien là-dessus, hein. One last time. Ah oui, clairement. C'est terminé après celle-là et tout. Une dernière aventure, ouais. Voilà, bon, après, tu te demandes qui va mourir. Bon, là, apparemment, tout le monde mise sur le raton laveur. Moi, il m'a quand même plutôt rassuré, ce trailer, par rapport au premier qui m'avait vraiment laissé de marbre, ouais. Le premier qui m'avait vraiment laissé de marbre, où je trouvais que la photo orangée et tout était pas belle. Je trouve que le Groot, il est pas beau, par contre. Hein. Ça va clairement pour moi être le plus laid des trois, à mon avis, mais je pense que c'est des problématiques vraiment industrielles, en fait, et que là, James Gunn, qui en plus peut pas être au four et au moulin. Je veux dire, le mec, il a fait en 2 ans Suicide Squad, Peacemaker, Guardians 3, il a pris la tête de ses studios, monté une équipe, etc. Enfin, je pense pas qu'il pouvait être là autant qu'il l'était avant pour la post-prod. À mon avis, hein, c'est peut-être que je fabule. Mais par rapport, une fois tu vois que le premier trailer a un peu mis ce constat en évidence, là quand même tu retrouves la dynamique familiale que t'aimes bien, la sincérité de ces dialogues. Tu vois, quand le raton laveur il te dit le maître de l'évolution c'est un fasciste, en fait il m'a torturé et en fait c'est un mec qui croit qu'il a des idéaux, mais en fait c'est juste il a un god complexe, quoi, grosso modo. Les plans quand même, voilà, avec le câlin raton laveur et l'outre marchent toujours. Les plans sur le petit Rocket Raccoon ils marchent très bien aussi. Tu vois, en fait, je sais que Gunn va y mettre sincèrement ses adieux au personnage, tout en ayant conscience que voilà, ça va être quand même plus compliqué de vendre la pilule une 3e fois, parce que déjà le 2 était un peu un remake du 1 en plus dur, tu vois, on va chercher plus loin et tout. Donc là, effectivement, moi, c'est plus le visuel qui me pose problème. Mais je pense qu'il va falloir qu'on se fasse à l'idée qu'en fait, les blockbusters de super-héros ont plus jamais la gueule de Man of Steel et Iron Man 2, quoi. C'est le cinéma de super-héros, il a piqué entre 2012 et 2015, et on n'aura plus jamais des films aussi jolis, quoi. Même BVS était moins beau que Man of Steel déjà à l'époque. Et chez Marvel Studios, il y a l'Infinity War Endgame, même là t'as une photo numérique qui est crado, quoi. Enfin, qui est... Oh, mais t'avais des jolis plans quand même, tu vois. Ouais, mais tu vois les costumes du Quantum, enfin les costumes de Pym, tu vois, ils rendent pas crédible une seconde, quoi. Bref, c'est un autre problème, mais moi je vais y aller du coup pour la fin de la trilogie, pour les adieux de Gunn à sa famille Marvel. Et là-dessus, même je te dis, je trouve l'interprétation de Cooper, elle est saisissante direct, tu vois, la façon dont il double raton. Chris Pratt, le retrouver jouer un rôle qui l'intéresse un peu, contrairement à ses rôles dans les Jurassic ou... Moi, je l'ai quand même trouvé déjà, je le trouvais déjà bien éteint dans... Ouais, le The Special, ouais. Ouais, après, Chris Pratt, c'est compliqué. Peut-être qu'ils l'ont, vu qu'ils l'ont filmé juste à la suite, peut-être qu'ils venaient tous de filmer, en fait, leur mort, en fait, et du coup, ils étaient un peu tristes. C'est possible, peut-être qu'ils l'ont fait juste après, et du coup, ça va être un peu écrasant. Comment il s'appelle? C'est Iwuji? Chikudi Iwuji? Ouais. Le maître de l'évolution? Ouais. Pareil, il était excellent en Peacemaker, ce mec. Je veux dire, Chokudi Iwuji. Le personnage de Merle était à la fois super marrant, super froid, super bien. Là, je pense que c'est effectivement, en plus, les designs sont sympas. T'as quelques plans money shot qui sont intéressants. Moi, l'interrogation, c'est vraiment Warlock, qui limite a l'air de faire en fait caméo
On sait pas trop ce qu'il fout là. Gunn a déjà dit qu'en fait, il aurait d'autres apparitions dans l'avenir de Marvel Studios, donc ça va rester un poids lourd qui pourront dégainer plus tard. Et là, pareil, tu vois l'utilisation de la musique qui revient. Enfin, il fait un trailer musical avec une musique bien, en plus, triste, rock opéra et tout. On sait qu'il y a pas tout. Il y a pas Howard the Duck dans le trailer. Il y a pas Stallone dans le trailer. Il réserve des petites générosités, je pense. Et voilà. Enfin, je te dis, en fait, on est déjà tous passés à autre chose, en fait, maintenant. Tu vois. On veut voir son Superman, on veut voir DC et compagnie. Là, c'est juste une lettre d'adieu. Donc, espérons qu'elle soit réussie. En plus, en sachant qu'elle a été faite avant qu'il sache qu'il parte lui-même. Donc, techniquement, ouais, c'est vrai. Donc voilà, il se peut que ce soit aussi un peu frustrant de ce point de vue-là et qu'il y ait beaucoup de plans symboliques et méta, en fait, tu vois. Qui soient vraiment des adieux involontairement à tout l'univers Marvel pour James Gunn. Et que du coup, ça donne un petit côté émotion que le film n'aurait pas eu sans ça, tu vois. En tout cas, moi, j'ai vraiment préféré ce trailer-là au précédent. Ok, moi, ça m'a quand même pas convaincu, mais je veux bien te croire un petit peu. Et donc, l'autre gros trailer du Super Bowl, celui qu'il faut aborder, c'est celui de The Flash, qui va sortir en juin quand même, pour de vrai. Yeah. Un trailer un peu en deux parties, avec d'abord vraiment le côté juste, on présente l'histoire, donc qui est vraiment adapté de Flashpoint. Donc Barry Allen, Ezra Miller essaye de sauver sa mère de l'assassinat de l'assassinat qu'il a vécu quand il était plus jeune, et ce faisant, modifie la réalité, une réalité dans laquelle a priori le Batman ne sera plus donc Ben Affleck, mais Michael Keaton, dans lequel en fait on va revivre les événements de Man of Steel, sauf qu'il y aura pas de Superman, mais il y aura une Supergirl en lieu et place de Superman. Il y aura beaucoup d'explosions, beaucoup d'effets numériques pareil, la photo là on peut en parler, mais mais il y a une façon de filmer certains plans où tu te dis mais c'est vide. En fait, t'as l'impression qu'il y a deux chefs-op. Parce que t'as le chef-op de la partie qui, j'imagine, va se terminer avec la rencontre avec Batman, où là ça a l'air ça a l'air éclairé. Tu vois, c'est les contrastes or et noir, tu vois, qui rentrent bien en plus avec le costume de Flash. Mais tous les plans juste après, de la tête de Zod. Ouais. Mais c'est trop, on dirait un mec qui veut faire du Zack Snyder, mais en même temps en plus léger, tu vois, c'est avec moins de gris, moins de jaune aussi, tu vois. Les plans sur Supergirl qui volent, alors je sais pas si c'est le costume qui est mal fait ou qui est mal designé ou quoi, mais c'est quand même assez bizarre, non? Je sais pas, on voit les FX à fond. Ouais. Je pense que c'est pas encore fait à terminer, mais ça m'a vraiment gêné. Ouais. Moi, en fait, le trailer, il marche pendant les 2/3 au moins. Et après, t'as l'impression vraiment, t'as Walter Hamada qui est arrivé, qui a mis un high kick et qui a dit, voilà, maintenant, c'est le reboot. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout là, Michael Shannon, et du coup, attends, ils font une Justice League. Mais du coup, c'est une terre où, en fait, Michael Keaton est devenu le Batman de Chris Nolan aussi, parce qu'il a la moto, Chris Nolan. T'as vraiment des plans qui imitent, pareil, la photo des films de Nolan avec, tu sais, mais ça se trouve, il y a Christian Bale dedans, en fait, on sait rien, hein. Ça se trouve, c'est le gros reveal de ouf, hein. Tu penses? Moi, je pense, en fait, c'est une réalité où, si tu veux, en fait, Keaton a continué à être Batman après, et qu'il n'y a jamais eu, du coup, les films de Schumacher. Oui. Après, les années 2000 sont arrivés, et en fait, pour rendre un hommage méta au fait qu'il y a bien eu une trilogie de Nolan, on va t'expliquer qu'en fait Michael Keaton a vécu. Il y a un plan. Oui, parce que non, de toute façon, il y a un plan, en fait, il y a un plan dans un spot TV où tu vois plusieurs costumes de Batman, donc tu vois qu'il a changé, donc faudrait regarder ces costumes en question, mais ça se trouve, il y a celui du Nolan. Ça, au niveau comics, c'est vraiment justement l'écriture à la Morrison, c'est vraiment un vrai bel hommage méta, en l'occurrence. Si on me dit que Keaton a fait Batman Begins, Batman The Dark Knight et des guerres, alors qu'il avait 50 plus à chaque fois et que grosso modo, à la fin, c'était un PP, moi, je suis chaud de ouf. Par contre, il y a des trucs qui sont ratés. Tu vois, le plan facial sur Keaton qui en plus c'est limite un peu souriant, genre je suis c'est Batman et tout. Et je te jure que je ne comprends pas. C'est un peu le grand-père en fait qui annonce à ses petits enfants. Mais ce plan, il est rincé. Ouais, il est rincé. Il est rincé de ouf. Et le fait que je vois des gens qui vraiment et que j'apprécie et la nostalgie quand même. Ouais, c'est ça. Mais ça me dépanne. Mais moi aussi, je le kiffe, le Batman de Keaton. Mais ça marche pas, ce truc-là. Le plan de dos, il marche bien. Et en plus, t'as les petites notes. Avec le thème mais non, mais la reprise du thème de Danny Elfman, on l'a déjà fait dans le Justice League de Whedon, c'est bon, hein, c'était nul, hein. Ouais, mais j'ai complètement gommé cette partie-là de la soundtrack. Arrêtez de reprendre les vieux thèmes des trucs, ça, non, moi je trouve que c'est rinçac. C'était rincé dans Multiverse, dans Doctor Strange avec le thème des X-Men pour, quand t'avais Patrick Stewart qui apparaissait. Ça, c'était rincé, et là, pour moi, c'est pareil, c'est rinçac, quoi. C'est Batman, frère. Dans ce thème, ce Batman, tu peux pas dire que ça t'a pas un peu... Je te jure que moi, j'ai rigolé nerveusement, hein. Sérieux? Oh non, moi, avec son vieux, franchement, son vieux, yeah, I'm Batman. Oui, non, le plan est raté, c'est ce que je voulais dire. Le plan est raté, vraiment. Par contre, je te dis, moi, ça me fait un truc, l'insert du thème de Elfman, quand même. Parce que c'est pas que
c'est pas que Batman, c'est aussi BTS, tu vois, c'est toute une époque. Non, mais au moins ça me rassure dans le fait que je trouve que cet appel à la nostalgie qu'on te force toi, vraiment dans le truc, je trouve ça écœurant, quoi, vraiment ça. Mais t'es pas contre, mais la voix de Keaton, non, ça te fait pas. Non, mais non, mais parce que c'est la voix c'est le Batman de 89, y a pas de problème. Les Batman de Tim Burton, oui, mais laissez-les là où ils sont, en fait. Ah, mais là, du coup, t'es contre le projet de base, en fait. Bah non, parce que si en plus, parce que c'est toujours la promesse. Parce que si tu réécoutes les podcasts, il y a un moment où j'étais vachement plus client, mais c'était avant de voir la façon dont ça rend. Et là, tout ce que je vois, c'est Michael Keaton qui dit vraiment aux spectateurs, vous avez vu, je suis de nouveau là. Avec un sourire de pépé en mode. Et ça me sort parce que c'est pas cool encore. Il y a pas un personnage où c'est ça, mais c'est ça, c'est là, moi, je vois le studio qui me parle, je vois le studio qui me dit, regarde, on avait le personnage que t'aimais bien d'il y a 30 ans, on l'a remis dans le film, est-ce que tu vas acheter les tickets? Non, mais c'est vrai que, en fait, t'as raison, parce que justement, j'y pensais sur le chemin en revoyant le trailer. Et en fait, c'est ta Clone Web qui a fait une compilation des trailers du Super Bowl. Et t'avais aussi Indy 5. Et où il y a un de-aging numérique qui est vraiment raté. Mais quand tu revois Indy 5, là, je me dis, ah putain, Mangold, il est pas con. Il t'a pas fait le plan, Indiana Jones, tu vois. Il te fait des plans juste de placeholder, en fait, pour te dire, voilà ce qui se passe, là. Et il y a de la nostalgie. Mais c'est pas genre, coup de coude, t'as vu, c'est Indiana Jones. Alors que là, le Batman, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment en mode... Rappelez-vous. Mais les gars, j'avais compris. Le premier trailer, il marchait bien avec juste les cornes. Pourquoi vous faites le champ contre champ et rinçax? Et puis d'où, à la limite, tu vois, dans Spider-Man No Way Home, t'as vraiment ce méta générationnel. Alors que là, genre, il a Flash en face de lui. Putain, en plus, ça va être la même scène en plus où il apparaît comme ça. Et effectivement, t'as les Barry Allen qui font, oh, tu es Batman. Oui, et c'est alors, mais c'est horrible. En plus, dans ton univers, Batman, tu le connais pareil, il est très vieux. Enfin, je veux dire, c'est déjà un mec qui a 20 ans de boîte quand tu le découvres, toi, Barry Allen, le Batman. Et accessoirement, tu vois, ce qui marchait dans No Way Home, c'est que c'est des Spider-Man qui voient d'autres Spider-Man. Alors que si jamais, ils avaient pris Batfleck et qu'ils voyaient Michael Keaton, tu pourrais te dire, ah, c'est quand même que Batman, il traverse les générations et tout. Alors que là, enfin, je veux dire, c'est 2 fois Ezra Miller, donc 2 mauvaises actrices. qui parle à Michael Keaton, qui a déjà en plus joué la carte du retour méta 2 fois avec Birdman et avec le Vautour, où à chaque fois c'était des héros qui étaient plus ou moins hommage méta Batman et tout. Regarde, parce que là sur ce plan, tu vois que c'est un costume qui reprend l'iconographie du Batman 89, mais avec les petites oreilles du Batman Batfleck, quoi. Trop oui, puis il y a Batfleck dans le trailer. Putain, ça m'a fait un truc. Moi aussi, j'étais en mode genre, ah oui, ça existe encore. En fait, c'est ça, voilà. C'est que t'as vraiment l'impression que c'est ce que j'ai écrit sur Twitter d'ailleurs. En fait, c'est tous tes vieux potes du collège avec qui en fait vous avez pris des chemins très séparés. Tu vois, moi aujourd'hui je veux d'autres films et des certes envie de me dire allez quand même on a passé des bonnes années ensemble et tout. Ce plan là aussi, tu vois, il ressemble à rien. Mais de toute façon ils ont jamais su filmer la Speed Force, hein, pour moi. Il y a pas un plan réussi, même dans la Zack Snyder Justice League. Même les plans en ralenti bizarres avec son burger et la saucisse et compagnie, enfin c'est limite malaisant, tu vois. Enfin, mais donc ouais non, là je te dis c'est vraiment c'est la réunion des anciens du lycée, où tu t'aperçois qu'il y en a un qui est devenu camionneur, il y en a un qui est devenu comptable, il y en a un qui est devenu machin, et t'essaies de retrouver un peu la magie de cette époque où tout le monde était pote, où tout le monde s'aimait bien et tout. Genre, regardez, il y a le Batman de 89, c'était quand même trop cool, et regardez, il y a Supergirl, comme dans les comics et tout, et regardez, il y a Batfleck, il est revenu, trop bien! Et regardez, c'est encore un peu canon avec Justice League de Whedon et de Zack Snyder, et du coup, trop bien et tout. Et là, tu te dis, mais c'est le bordel quand même un peu, parce que comment tu fais tenir un film sur une promesse pareille? Qu'est-ce que ça va raconter? Tu vois, qu'est-ce que ça va raconter? Genre, le Flash, il a pas été introduit. Donc, enfin, mal introduit. Et le film dans lequel il a été introduit, déjà, il y a 2 versions parallèles qui se comprennent pas. Donc, déjà, moi, je m'en fous de ce personnage. Tu vois, le Barry Allen de DCU, je m'en bats les couilles. Le plan Michael Keaton nostalgie. Introduire une Supergirl. Le vilain, ça va être Zod, vraiment, encore. Enfin, vous êtes alors cette volonté de vouloir revenir à Man of Steel encore une fois, en plus. Parce que l'idée, c'est de boucler la boucle. C'était de faire un reboot. Mais non, mais c'est ça. Mais ce qui est ouf, c'est qu'ils le font vraiment en revenant au film qui a initié le truc. Enfin, c'est la portée symbolique. Ils vont quand même pas combattre les Kryptoniens encore, parce qu'en plus visuellement, ça va être dur d'aller taper Snyder sur son plus beau film, quoi. Je veux dire. Ouais, c'est clair. Franchement, moi, si je vois Michael Keaton qui se met à combattre un kryptonien qui bouge à 200 à l'heure et qui dit bac de kryptonite. Mais surtout que pour le déplacement de Kara, tu le vois dans le plan sur la base arctique, là, elle se déplace comme Faora un petit peu, t'as l'impression, donc. Moi, franchement, j'espère qu'ils vont trouver un vrai vilain, enfin. Ouais, j'espère, oui, il y aura sûrement Reverse Flash, Zoom. Oui, mais c'est le vilain de Flashpoint, techniquement, donc. Mais on voit pas. Tant mieux. Est-ce qu'il a été casté? Tant mieux. Je sais plus, mais tant mieux en même temps s'il y a des surprises quand même. Parce que si le film vraiment c'est Flashpoint et on retourne à Man of Steel avec Batman
de Burton qui a été Batman de Nolan dans la Digest Meta. Là, c'est un spoil cosmique, quoi. Je sais pas. Et après, il va sortir. Il va sortir. 8 scénaristes, 5 réalisateurs. Et enfin, il va sortir. 10 ans de gestation. Moi, j'ai vraiment peur de l'accident industriel, vraiment. J'ai très, très, très peur de ce que ça. Après, qu'on s'assure, je suis serein, je m'en fiche, ça reste un film, ça va pas changer ma vie, ça va rien. Non, mais quand même, là, il y a du personnel. Mais ça va être, non, mec, on a passé tellement d'heures à écrire là-dessus, à en parler. Non, mais c'est la fin de l'univers DC. Très qu'on a connu jusqu'ici. Ouais, c'est vrai. Pour de vrai. C'est il vrai reste que Aquaman derrière, un peu. Mais... Et Blue Beetle aussi. Et Blue Beetle, non, mais c'est un nouveau truc, Blue Beetle, tu vois. C'est pas un souvenir. Bah ouais, mais il s'intègre dans un truc qui n'existe plus, quoi. C'est trop bizarre. Moi, j'ai des PTSD par rapport à cette année, elle va être super. Mais en vrai, cette année, elle va être super chou parce qu'entre Marvel Studios qui commence à se prendre les pieds et Warner qui, justement, doit négocier, un virage de plus. Alors pourtant eux ça va, ils ont l'habitude de la Zumba, tu vois, mais là clairement ils font un nouveau pas de danse qui va être très compliqué à gérer quand même correctement aussi. Ouais, mais tu pouvais pas l'annuler, c'est 200 000. Oui, bien sûr. Non mais bien sûr, bien sûr, tu pouvais pas annuler ce truc là, mais ouais, ça va être quelque chose, donc ouais, ça sortira en juin et ben on sera forcément là pour en parler. Hein, mais... En vrai, c'est peut-être le plus gros film de super-héros de l'année. Peut-être. En termes de scope, il y a moyen, ouais. En termes même de budget, je pense. Ah non, Aquaman a peut-être dû coûter son bras gauche aussi, mais franchement, je pense que ça va être le... Alors No Way Home, peut-être pas en termes de performance économique. Je pense que il y a moyen qu'en termes de discussion, en termes de médiatique, mais plus de médias spécialisés, il y a, oui, ça risque de. Ah bah là, c'est une grande TCBR, ils vont se faire un kiff. Oui, ouais, c'est clair. Ça veut dire que le film est canon dans 3 univers différents. C'est clair. Ta gueule. Très bien. Bon, bah, en tout cas, on en reparlera quand ça sortira. Il y aura sûrement encore un final trailer de toute façon avant la venue au cinéma. Et puis de toute façon, avant, on aura la mise en bouche avec Shazam, la rage des dieux. Eh oui, c'est vrai que ça arrive. On a 4 films d'essai. Hey, Kali ici. Oh purée, ça va être incroyable. Il veut ses pouvoirs, viens les chercher. En tout cas, on espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, on vous rappelle que vous pouvez tout simplement soutenir en partageant sur les réseaux sociaux. Faites découvrir les front pages à toutes les personnes que vous connaissez qui aiment la pop culture. Et vu que ça parle de comics, vous pouvez aussi en parler à vos libraires parce que bah, voilà, dans toutes les annonces qu'on relaie, il y a sûrement des choses à laquelle vous pouvez vous référer ensuite chez les gens dont le métier, c'est simplement de vous conseiller et de vous proposer des bandes dessinées. On vous souhaite une très bonne journée. On se dit à très bientôt pour le prochain front page et les prochains podcasts. Salut! Salut!